Bonsoir et bienvenue à la rencontre du mois de mai du groupe d'usagers Microsoft 365. Mon nom est Serge Tremblay. Je suis votre hôte pour cette soirée avec mon ami Vincent qui est là. Fait que Vincent, est-ce que tu allumes ta caméra? Oui, bonjour à tous, bienvenue. Grâce à Vincent, mais on a maintenant la salle chez Microsoft. Fait que pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir nous rejoindre dans les prochains mois, venir à la salle chez Microsoft pour se voir en personne. Fait que finalement, on a le droit de se voir. Éventuellement aussi, le gouvernement a annoncé le 14 mai qu'on pourrait laisser tomber le masque pour ceux qui veulent. Donc, ça va nous permettre encore, avec les mesures sanitaires qui s'ouvrent, ça va nous permettre de pouvoir se rencontrer encore plus. Comme d'habitude, à l'été, normalement, juillet, août, on prend une petite pause. On verra ce qui va se passer cet été, vu qu'on ne s'est pas vu en personne tout l'hiver, peut-être qu'on va essayer de voir faire des choses en personne aussi pendant l'été. On commence à regarder aussi avec les mesures sanitaires qui s'ouvrent, regarder une conférence en présentiel à l'automne. On va laisser la chance au gouvernement d'ouvrir. On va peut-être faire à plus petite échelle à l'automne, juste au cas où quelque chose arrive. Mais sinon, planifier quelque chose pour janvier, ou janvier-février, pour pouvoir tout se voir au froid et faire de la chaleur un peu pour passer à travers de ce froid-là pendant l'hiver. Donc, présent ce soir, il y a Laurent qui est là, juste à côté. Vincent, si tu veux montrer Patrick aussi. On a de la belle visite de la France. Donc, Patrick et Nathalie sont venus nous rendre visite. Je les ai, en fait, c'est presque par hasard parce que lors du marathon virtuel, la semaine dernière, Patrick co-animait une session. Puis là, il a dit, je vais être à Montréal la semaine prochaine. Il a dit, viens nous voir, on va être là. Donc, il est ici. Fait qu'on va peut-être le faire intervenir si ça y tente. Là, je vais lui parler. Il vient d'arriver. Donc, pendant le temps que Nathalie va parler, on va sortir de l'autre côté pour voir si ça y tente de nous dire des petites nouveautés qu'il a entendu parler ou des choses qu'il a entendu parler. Patrick, tu es encore Regional Director aussi? Non? MVP seulement. MVP seulement? Ça suffit pour m'occuper mes jours et mes nuits. D'accord. Donc, ce mois-ci, on a Nathalie qui est venue qui a bien voulu nous présenter une session. Fait que c'est sa première fois qu'elle nous présente au groupe d'usagers Microsoft 365. Fait que je vais la laisser se présenter, je vais la laisser parler de sa session. Fait qu'on va commencer avec la présentation du mois, ce mois-ci. Et selon le temps, selon les questions qui vont arriver, on va voir le temps qui va nous rester. Et comme d'habitude, moi et Laurent, on va animer des petites parties pour parler des nouveautés SharePoint, Teams et la plateforme Microsoft 365, donc des petites choses qui vont arriver. Mais Microsoft n'a pas sorti beaucoup de choses. Je pense qu'ils attendent le build qui s'en vient à la fin du mois. Donc, on va vous présenter plein d'autres choses probablement le mois prochain. Mais on a quand même des petites choses en banque pour pouvoir vous présenter. Fait que sans plus tarder, je laisse la place à Nathalie qui va pouvoir vous parler de la gestion documentaire dans SharePoint et Microsoft 365. Donc, Nathalie, je ferme ma caméra, je ferme ma bouche et je te laisse parler. Bonne soirée, bonne session. Bonjour tout le monde. En tout cas, j'espère que vous me voyez. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je vois juste les pastilles. Je ne vois pas de visage du tout. Je vous entends. On te voit. OK, parfait. Bon, je vais tout de suite démarrer. Ah, je viens de voir quelqu'un. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon, on voit bien ton écran. Merci, Nathalie. Parfait. Alors, mon nom est Nathalie Bissonnette. J'ai une formation en enseignement. J'ai enseigné pendant plusieurs années. En fait, de peine et de misère. C'est pas comme maintenant, c'était pas des pénuries de main-d'œuvre. Au contraire, c'était très difficile d'avoir du travail. Alors, je suis retournée aux études. J'ai fait une maîtrise en sciences de l'information. J'ai été bibliothécaire et archiviste pendant de nombreuses années. Puis, au cours des dernières années, je voulais changer. Puis, je voulais aussi, je voyais que c'était important d'aller vers le numérique. Puis, c'était devenu trop traditionnel pour moi, la gestion documentaire papier, disons. Alors, depuis quelques années,
j'ai commencé à travailler avec SharePoint, puis j'ai développé des habiletés, des compétences dans ce domaine-là. Fait que ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille avec SharePoint, mais plus précisément depuis 2016. Ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, c'est que il y a un moyen de faire de la gestion documentaire en respectant le cadre légal parce que je suis pas mal certaine que tous les pays ont des obligations légales de conservation de certains documents. Pas l'ensemble des documents, mais une certaine partie, soit pour des valeurs patrimoniales, soit pour des valeurs aussi pour la recherche éventuelle pour les gens, pour les chercheurs, pour les historiens. Donc, il faut mettre en place en amont des solutions qui vont permettre de le faire. Bien que je sais que ce n'est pas le travail des, on va dire, les informaticiens de faire ça, si vous le faites en amont, je suis sûre que vos clients apprécieraient vraiment le fait que vous en souciez. Donc, je vais vous présenter des choses qui vont peut-être pouvoir vous aider à vous guider à ce niveau-là. Au niveau de la législation, attendez un petit peu. Okay. Au Québec, on a plusieurs lois. Les principales, on a la loi sur les archives qui date de 83, qui est présentement en révision. Et il y a la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui date à peu près de 95, si ma mémoire est bonne. À ce moment-là, l'informatique est entrée dans le monde des archives. Au Canada, on a la loi sur la bibliothèque et archives du Canada. Et au niveau des États-Unis, il y a plusieurs lois qui s'appliquent selon les États. Je ne ferai pas ici un état de la situation de tout l'encadrement légal de la documentation, mais comme je le disais, c'est de bon augure lors de la réalisation de l'architecture de l'information dans SharePoint de se conformer aux lois de gestion documentaire, principalement celles qui concernent la préservation de la documentation. La classification, on retrouve différents niveaux de classification. On a la classification à la pièce, sur un ensemble d'éléments, sur un contenant ou bien sur un espace de classement. La classification est autant d'éléments qui sont hiérarchiques qui sont possibles d'organiser en architecture de l'information, ce qui permet de nous schématiser notre information pour la rendre plus accessible aussi. Concrètement, on trouve souvent sous le nom de classification comme domaine de valeur. On va en reparler plus loin. Toujours selon la législation, il y a différents outils qui permettent de classer les documents. Au Québec, on parle du plan de classification. En France, on parle, ou en Europe, du plan de classement. Et aux États-Unis, du Records Classification Scheme ou, excusez la prononciation, ou Filing Classification Scheme. Souvent, le plan de classification il est lié à un calendrier de conservation qui, lui, est un ensemble de règles de gestion de documents pour savoir combien de temps on doit garder les documents. On les garde en fonction de certaines lois. Par exemple, on parlerait des documents liés aux finances. Il y a une durée qui est établie dans une loi. Et on peut le lier directement aussi avec la classification pour pouvoir en faire une meilleure gestion du cycle de vie par la suite. Quand le classement est uniforme, ça permet de mieux gérer justement le cycle de vie. En appliquant le calendrier de conservation s'effectue sur des documents ou des dossiers. Le fait qu'ils soient organisés, regroupés, amène une gestion plus efficace et garde seulement les documents qui sont utiles. On peut éliminer les documents qui sont éphémères ou les documents de travail quand ils sont plus utiles. Puis lorsqu'évidemment, on a une application des durées de conservation, bien, il y a évidemment moins de documents dans les espaces et le repérage est plus facile à faire. Le calendrier de conservation comprend des éléments qui sont associés aux méthodes gérées. Par exemple, on pourrait avoir un code de classification
qui peut être une métadonnée, l'unité administrative qui détient le dossier principal, c'est en fait, c'est l'unité qui est responsable du document, une direction par exemple, et on pourrait avoir aussi les types de documents. On parle au Québec de calendrier de conservation, en France, tableau de gestion, et aux États-Unis, de Record Retention Skill. Dans SharePoint, il y a aussi le mot qui est utilisé, qui pour moi est erroné ou est vraiment une mauvaise traduction. On parle de rétention, mais ce mot-là en gestion documentaire n'existe pas. On parle de préservation ou de conservation. Il y a même des pays aussi qui ont l'obligation, dans leur obligation de gérer leurs documents, il faut aussi qu'ils mettent leur plan. Par exemple, au Québec, il y a un règlement qui force les ministères à diffuser leur plan de classification sur leur site Internet, entre autres parce qu'il y a la loi de l'accès à l'information. Si vous voulez avoir accès à l'information, c'est comme une boucle. Si tu veux avoir accès à l'information, il faut que l'information soit structurée, soit classée, il faut qu'elle soit identifiable et repérable. Donc, entre autres, ils présentent leur plan de classification sur leur site. Mais il faut d'abord qu'il y en ait un plan de classification. Si on veut faire un parallèle, dans un monde idéal, on applique une durée de conservation à un contenant ayant une seule code de classification. Si vous avez, par exemple, tous les documents d'un dossier de développement de système, ils seront conservés durant la même période s'ils sont ensemble. Puis, ils pourront être éliminés tous ensemble, sauf dans les cas d'exception. Donc, un code de classification équivaut à une règle de conservation et à une durée de conservation. La classification en facette, c'est un regroupement de valeurs dans un domaine de valeurs. Les domaines de valeurs, c'est des ensembles de valeurs qui permettent de définir lors d'une saisie d'une métadonnée pour un élément, un dossier, un document. La classification en facette ordonne les concepts des objets en classe, mais elles sont multidimensionnelles, c'est-à-dire que les concepts sont ordonnés à l'intérieur de chaque classe en fonction de différents points de vue. Bibliothèque et Archives du Québec, via le Comité interministériel sur les métadonnées, ils ont produit un document avec tous les profils de métadonnées gouvernementaux. Ce guide pourrait grandement vous inspirer pour la réalisation de votre banque de termes dans SharePoint. La classification en facette se retrouve dans la vie de tous les jours, dans les sites, par exemple, en ligne. On pourra, par exemple, trouver facilement un type de chaussure. Le domaine de valeur étant chaussure et les éléments sont les valeurs. À ce moment-là, c'est plus facile de s'y retrouver. Ou bien encore dans une quincaillerie, lorsqu'on a besoin d'un type de clou, on va avoir toutes nos valeurs concernant les clous pour que vous puissiez faire vos rénovations. C'est ainsi qu'on peut utiliser cette approche aussi dans notre façon de faire avec SharePoint, ce qui est appelé les métadonnées gérées ou les métadonnées de choix. Donc, on peut l'avoir aussi par nos types de documents qui sont aussi, qu'est-ce qu'on a vu dans le calendrier de conservation. On a ensuite la cote de classement. À ce moment-là, on peut faire les affichages et regrouper les éléments par classification. Ou bien encore, on a nos secteurs d'activité qui sont nos directions, qui encore là sont liés avec notre calendrier de conservation. De cette façon-là, c'est un classement qui est simple, c'est-à-dire que les utilisateurs ils vont ajouter des métadonnées de base
Ils vont ajouter le type de document à chacun des documents qu'ils vont déposer. Une code de classification. Par contre, on peut aussi faire en sorte que dans une bibliothèque, on ait par défaut le détenteur et la classification. Tout ce que l'utilisateur aura ajouté, c'est le type de document et un titre aussi à son document. Les métadonnées définissent et décrivent la structure et la signification de ressources documentaires, de même que le contexte et les systèmes qui les hébergent. Elles assurent une gestion efficiente et efficace de ces ressources au fil du temps. Les métadonnées pour la tenue des documents appuient la fonction de gestion de tenue de documents grâce à laquelle les ressources documentaires ayant une valeur opérationnelle sont créées, acquises, saisies et gérées dans des dépôts ministériels au fil du temps et utilisées à titre d'actifs stratégiques essentiels pour assurer la prise de décision efficace et faciliter des activités continues, exécuter des programmes et offrir des services. Bon, c'est comme ici, nos étiquettes ou nos pots de confiture. Si vous avez des pots de confiture, puis tous les pots de confiture, le contenu est rouge, comment vous allez faire pour vous retrouver? C'est grâce aux étiquettes qui sont en quelque sorte nos métadonnées qui vont indiquer les détails du contenu. On pourrait même aussi avoir l'étiquette avec les ingrédients, etc. Nathalie? Ah, oui. Je vais t'arrêter 30 secondes. Je vais juste envoyer un petit sondage pour voir qui a un plan, s'il y a des gens qui ont des plans de classification dans leurs entreprises, juste pour voir s'il y en a qui utilisent ça puis à quel point c'est utilisé. Fait que j'ai envoyé le petit sondage dans Teams. Vous devriez le voir apparaître très bientôt. Fait que vous pouvez répondre pour qu'on ait une petite idée de voir qui utilise. Oui et non. Déjà, on voit que la majorité des gens, jusqu'à maintenant, les gens qui sont venus suivre ta session, c'est des gens qui travaillent dans des entreprises où ils ont des plans de classification parce qu'on voit qu'on est rendu à 83 % des gens qui ont un plan de classification dans l'entreprise. Donc, ceux qui utilisent le plan de classification d'entreprise, est-ce que c'est combien? Juste pour voir, là, parce que tantôt, tu as montré un plan de classification à plusieurs niveaux. À combien de niveaux les plans de classification? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait en parler un peu, juste pour mettre un peu d'informations là-dessus? Il y a quelqu'un qui voudrait en parler un peu de son plan de classification, tant qu'à être là? Vincent, non, parce que chez Microsoft, j'imagine, c'est un peu secret. Il y a quelqu'un qui a dit si tu avais proposé un peu, j'aurais voté oui. Donc, c'est normal. Peut-être le plan de classification, vous voulez le garder secret, mais ça donne quand même une idée, Nathalie, là, sur l'audience qui est ici. Fait que c'est des gens qui travaillent déjà avec un plan de classification. Donc, je te laisse aller. Fait que je voulais juste aller voir s'il y en avait beaucoup qui l'utilisaient. C'est intéressant d'avoir cette réponse-là, effectivement. Comme je le mentionnais plus tôt, même dans les ministères, c'est obligatoire. Là. Dans les entreprises privées, ça commence. Il y a des demandes de plus en plus, surtout pour se structurer, parce qu'à un moment donné, les dossiers de Georgette puis de Claude, puis ça ne marche plus, ça. En fait, la structure hiérarchique par dossier, c'est révolu. Hein? C'est plus ça, c'est une perte de temps parce que c'est toujours imbriqué un dans l'autre comme des poupées russes. Puis, pour atteindre le bon document, ça peut prendre bien du temps. Parce que, par exemple, si vous avez un document pour, je ne sais pas moi, sur le développement d'un outil informatique, est-ce que vous allez le mettre dans le dossier de l'outil informatique ou dans le dossier de développement? Donc, des fois, c'est ça aussi que ça amène comme problématique. Fait que souvent, ce que les gens ils font à ce moment-là, fait qu'ils font des doublons. Ils copient le document. Fait que là, on ne sait plus c'est quelle version, comment identifier la version, c'est qui le propriétaire. Il faut avoir un espace de stockage supplémentaire. Fait que c'est pour ça que dans les serveurs de fichiers, on n'en veut plus, puis encore moins avec des dossiers imbriqués.
Fait qu'évidemment, cette façon de faire en gestion documentaire est à proscrire pour tout ce que j'ai mentionné. Fait que dans SharePoint, ce sont les métadonnées qu'on utilise, les dossiers qu'on utilise depuis 30 ans dans Windows. Puis on peut accéder à notre information en moins de 3 clics. Ça fait que c'est vraiment une amélioration. En plus, ça permet aussi de permettre l'interopérabilité des systèmes entre eux, puis une meilleure navigation que c'était avec des dossiers avec des petites chemises jaunes. Pour faciliter la structuration, éviter des répétitions de métadonnées, on utilise un registre de métadonnées, ça simplifie le travail. On a en un coup d'œil l'ensemble des métadonnées et des informations qui les définissent. Le registre peut comporter, je sais que sûrement, dans certains cas, vous l'utilisez ou vous l'appelez peut-être autrement. Il y a dictionnaire de données, il y a plusieurs synonymes. Il y a le nom interne qu'on donne, le nom de la métadonnée, les utilisateurs, une définition, le type de colonne, les règles de gestion, est-ce que c'est obligatoire ou facultatif, le nombre d'occurrences permis, est-ce qu'on en met une ou plusieurs, et un exemple de valeur. Mais c'est sûr que si on veut un registre de métadonnées, il faut être très rigoureux parce qu'il faut que ça reflète vraiment ce qu'on a dans nos systèmes. Il faut que ça soit identique dans le registre pour être capable de suivre l'évolution. Mais c'est ce qui est bien pratique parce que lorsqu'on veut créer une nouvelle métadonnée, si elle est déjà existante dans un autre système, on ne va pas refaire la roue, on va réutiliser les mêmes métadonnées. La banque de termes, Term Store ou magasin de termes de taxonomie est formée de termes qui sont prédéfinis, qui sont hiérarchisés. Les termes peuvent être multilingues, on peut mettre des synonymes. Ils sont sécurisés, on donne l'accès à seulement des personnes autorisées pour éviter de perdre le contrôle. Tous ces termes sont disponibles comme choix dans n'importe quelle liste ou bibliothèque de n'importe quel site. Ils sont très utiles pour assurer un classement cohérent, mais aussi pour regrouper des regroupements et des recherches efficaces. Chaque ensemble de termes est un domaine de valeur. On peut également appeler métadonnées gérées. La métadonnée gérée est une donnée tirée de la banque de termes. Elle atteste une uniformité, une rigueur et une façon intuitive d'indexer des documents. On n'abuse pas, par contre, des métadonnées gérées. Moi, je me suis comme fixé des règles. Par exemple, si on ne veut pas que... On peut utiliser, plutôt que métadonnées gérées, une liste de choix, mais si la liste est très longue, ce n'est pas très agréable pour l'utilisateur. Donc, à ce moment-là, il est préférable de se tourner vers la métadonnée gérée, qui est plus facile pour l'utilisateur. Il est à noter aussi que si vous réalisez la migration d'un document d'un espace à un autre, il faut s'assurer de faire correspondre des métadonnées de même type. Par exemple, une métadonnée de type choix vers un espace avec la même chose, que ce soit un choix, ou si c'est une métadonnée gérée d'un espace vers l'autre, ça doit être aussi la même chose. Nathalie, il y a un commentaire. Laurent, si tu veux le faire, ton commentaire de vive voix, peux-tu l'ajouter? Oui, parce que si tu veux. Donc, tout ce qui est métadonnées, c'est super intéressant, c'est sûr. On parlait de hiérarchie, on parlait... En fait, la structure documentaire, on pourrait la faire via les métadonnées pour éviter de faire des dossiers. Et aussi, un point, c'est ce qui était dit, c'est qu'on se posait la question, est-ce qu'on met un fichier dans le dossier développement? Est-ce qu'on met le dossier dans un fichier infrastructure? On ne sait jamais. Donc, des fois, il est possible d'en mettre deux pour un même fichier. Donc, c'est aussi un des avantages au dossier. Mais j'ai surtout réagi par rapport à l'aspect multilangue de la taxonomie. Le multilangue, en fait, sur la taxonomie, ne réagit que par rapport à la langue principale du site. Par exemple, si vous avez un terme qui s'appelle vent, et l'autre en anglais, vous mettez en wine, par exemple, si le site est en français, le terme qui va apparaître sera vent. Et si vous faites une recherche, dans la recherche SharePoint, qu'elle soit globale ou sur le site, si vous cherchez vent, il va vous trouver votre fichier. Mais si vous cherchez le terme en anglais, il ne vous retrouvera pas le fichier. Parce que la recherche ne va pas convertir le terme dans la langue. Donc, ça veut dire que
le terme va essentiellement s'adapter à la langue du site et même pas du profil de l'utilisateur. Donc, ça a manipulé avec précaution l'histoire multilingue parce qu'on ne pouvait pas faire une recherche transverse comme ça. Excellent. Puis, pour le point aussi, que les métadonnées ne sont pas compatibles avec l'explorateur Windows, mais les gens qui vont synchroniser avec OneDrive, ben, si tous les documents sont affichés, sont classés par seulement des métadonnées et où il n'y a aucun répertoire, ben, quand ils vont synchroniser avec le client OneDrive, ben, dans leur explorateur Windows, ben, les documents ne seront plus classés. Fait que moi, une proposition que je fais souvent aux clients, c'est qu'on fait un peu de hybride. C'est qu'on va quand même avoir certains dossiers qui vont être utilisés, puis quand on dépose dans les dossiers, il y a des métadonnées par défaut qui sont assignées. Et quand tu passes par SharePoint, ben, tu as l'affichage par métadonnées, tu vois toute l'information, tu as la recherche. Mais si tu passes par l'explorateur Windows, ben, tu as au moins une structure qui va apparaître avec des dossiers qui vont être utilisés quand tu vas avoir fait la synchronisation qui est possible. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres scénarios. Tu parles des dossiers. Il y a aussi les dossiers intelligents, les documents sets, qui permettent justement, parce que la structure par dossier, justement, il faut aller dans les paramètres avancés, gérer pour chaque dossier la métadonnée par défaut, ce qui est parfois un peu plus compliqué à gérer pour un simple utilisateur. Par contre, créer un document set, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est créer un dossier intelligent. Mais je pense que Nathalie va en parler plus tard. Je vais arrêter de spoiler. Je vais laisser alors la présentation faire. La colonne dans SharePoint, comme on l'a vu précédemment, nos métadonnées gérées ici, qui sont aussi les mêmes qu'on peut retrouver dans notre calendrier de conservation. On a notre type de document, notre classement, notre détenteur principal qui est responsable du document. Le type de contenu, c'est un ensemble de métadonnées applicables à des listes ou des bibliothèques. Le type de contenu facilite l'organisation de la documentation pour proposer aux utilisateurs une série d'informations qu'ils vont pouvoir saisir via un volet d'informations qui peut apparaître à droite de leur écran lorsqu'ils ont un nouveau document. Les métadonnées sont préalablement déterminées avec les utilisateurs au moment de l'analyse des besoins pour s'assurer que ça correspond à leurs besoins. Un des avantages à l'emploi du type de contenu, c'est de pouvoir l'utiliser dans plusieurs collections de sites à loisir, surtout quand ils sont dans un concentrateur de publication ou, si vous préférez, le Content Type Hub. Et de pouvoir le gérer de façon centralisée. Quand, justement, notre type de contenu il est vraiment en haut, si on veut, on peut l'appliquer plus facilement. Puis, quand c'est un type de contenu qui correspond à l'ensemble de la documentation, dans notre cas présent, comme on l'indiquait ici, on a notre profil, on crée un profil de base qui va avoir les métadonnées correspondant à un calendrier de conservation. On va pouvoir appliquer ce type de contenu-là à tous nos contenants pour s'assurer de pouvoir faire une saine gestion documentaire. Et on peut, comme je l'ai mentionné aussi, je crois, attribuer par défaut à notre bibliothèque le classement à l'avance et le détenteur principal, évidemment, quand c'est uniforme. Le plan de classification, il nous permet de regrouper, de classer et d'organiser les documents, peu importe le format, selon les activités de l'organisation, du général au particulier. Les activités du plan de classification, dans un plan de classification, il y a deux grandes catégories. Dans le fond, il y a nos documents de gestion et nos documents de mission. Les documents de gestion, on va les retrouver partout, peu importe le type d'organisation, même de commerce. Ce sont vraiment quelque chose qu'il y a partout. On va retrouver, par exemple, la gestion des ressources humaines, les finances, les équipements, les bâtiments. Ça, on va retrouver ça partout. On pourrait même ajouter aussi la gestion des technologies, des affaires juridiques ou la gestion des communications. En ce qui concerne les activités de mission, c'est vraiment le fondement pour lequel l'organisation, l'entreprise, le commerce existe. C'est sa raison d'être. À ce moment-là, ça prend une analyse plus fine qui est nécessaire lors de l'analyse de besoins
pour connaître bien les processus, pour identifier quels seraient à ce moment-là les besoins au niveau de la classification. Moi, je suggère d'avoir au moins 2 niveaux. Évidemment, si on a un 3e niveau, ça peut ramifier davantage notre information. Si on prend par exemple un commerce de vente de voitures, la mission, c'est de vendre les voitures. Et les activités qui sont liées à la vente de voitures, on aurait le marketing, la promotion, la gestion des inventaires et le service après-vente. Concrètement, dans un plan de classification, généralement, on a un numéro. Par exemple, on a l'exploitation des solutions d'affaires et technologies, qui est le numéro 7300. On porte aussi votre attention sur le fait que jamais un plan de classification, jamais, attendez-vous bien, jamais ne doit être organisé selon un organigramme. Parce que les organisations, surtout les ministères, vous l'aurez constaté si vous y travaillez, changent très souvent l'organisation des activités. Donc, si vous organisez l'information à partir des directions, dans quelques temps, ça va être encore un problème parce qu'il va falloir migrer les documents dans une autre direction, etc. Donc, c'est à ce moment-là que le plan de classification vient nous sauver. Lorsqu'on organise notre information selon le plan de classification par grand thème. Comme ici, on a notre grand thème, la gestion des technologies de l'information. Si ça n'existe pas, comme je l'ai mentionné, vous pouvez produire un plan de classification avec ce que je vous ai montré, là, les activités principales et les activités de mission de haut niveau. Comme ça, ça sera plus facile après ça pour organiser l'information. Vous devez évidemment le faire avant de l'architecture de l'information. Le concentrateur est aussi appelé Hub, permet de connecter différents sites. C'est la porte d'entrée pour naviguer à travers différents sites. C'est un site de communication très majoritairement pour diffuser l'information à un plus grand nombre de personnes. On peut faire de la recherche à partir du concentrateur à des sites de collaboration associés, les enfants. Il est à noter aussi que les autorisations n'héritent pas je recommence. Les sites associés au concentrateur n'héritent pas par défaut des autorisations au site concentrateur. C'est coupé. Si vous avez des sites de collaboration avec des droits d'accès particuliers, ça ne sera pas répliqué dans le concentrateur. Notre site concentrateur est au cœur de l'information. Il permet de diffuser des documents définitifs, les documents officiels qui ont été validés ou approuvés par les utilisateurs pour que les utilisateurs puissent consommer l'information qui est terminée. Par exemple, on a une politique qui est en rédaction dans notre site de collaboration. Lorsque cette politique-là sera approuvée, elle pourra être diffusée via, par exemple, un flux documentaire et déposée dans le concentrateur ou autre chose, ou donner simplement accès. Et à ce moment-là, un utilisateur aura accès à cette nouvelle politique. Ici, ce que je voulais montrer dans cette image-là, c'est que derrière un concentrateur, on peut plutôt, comme je disais tantôt, pas de classement par organigramme. Donc, on a nos concentrateurs et derrière, plusieurs directions utilisent le concentrateur. Si ici, par exemple, c'est technologie de l'information, on a différentes directions qui produisent de la documentation en lien avec les technologies de l'information. Ensuite de ça, les concentrateurs, je crois que, si ma mémoire est bonne, cette utilisation-là va venir cet été. On va pouvoir lier les concentrateurs entre eux. Actuellement, ce n'est pas possible de le faire, mais ce que ça va faire en sorte, c'est que si
Par exemple, c'est la direction EF, produit gabarit. Les consommateurs des directions A, B, C, D pourront avoir accès à ce gabarit-là qui va être diffusé dans le concentrateur numéro 2. Fait que les concentrateurs sont des sites de diffusion pour plusieurs unités administratives. Les unités administratives sont derrière les concentrateurs et non en avant-plan. Et finalement, aucune navigation par unité administrative puisqu'on le fait vraiment par thématique. Maintenant qu'on a notre plan de classification, c'est plus facile d'articuler une architecture de l'information autour du concentrateur. Le concentrateur, dans le fond, il représente notre premier niveau du plan de classification, par exemple, notre gestion des technologies de l'information. Autour du concentrateur, on va avoir des sites de collaboration qui représentent notre deuxième niveau du plan de classification. Par exemple, on va avoir ici notre architecture d'entreprise, notre gouvernance et notre gouvernance des systèmes. Au troisième niveau, on pourrait retrouver, attendez, ça va apparaître, là. On va retrouver nos bibliothèques sous développement et implantation des entretiens de systèmes. On pourrait avoir les bibliothèques ici, qui serait notre troisième niveau du plan de classification. À ce niveau-là, c'est sûr qu'on pourrait donner les clés à notre client pour créer les bibliothèques, mais si on veut vraiment pouvoir s'assurer d'une saine gestion documentaire, si on peut leur fournir aussi des bibliothèques qui vont correspondre à un troisième niveau du plan de classification, ça serait l'idéal. Ce qui est bien avec les concentrateurs, c'est qu'on peut changer, les activités changent de concentrateur, les directions sont toujours en arrière. Donc, ici, on a toujours nos directions A, B, C, D, mais à un moment donné, pour une raison ou une autre, l'activité change, est amenée ailleurs, mais c'est toujours disponible. Ça permet une plus grande souplesse de cette façon-là de brancher, on va dire ça comme ça, brancher et débrancher un site à un concentrateur ou à un autre plutôt que migrer la documentation. Ça permet vraiment une plus grande flexibilité. Puis, éventuellement, lorsqu'on va pouvoir, évidemment, lier les concentrateurs entre eux, ça va aussi permettre une façon aussi plus facile d'arriver à notre documentation. Maintenant, un récapitulatif, des actions à entreprendre pour répondre aux obligations légales tout en structurant les documents. S'informer des règles et adopter dans l'organisation et de la présence d'un plan de classification dûment implanté. L'équipe de gestion documentaire composée d'archivistes pourrait vous répondre. 2. Constituer un plan de classification sommaire s'il n'en existe pas déjà un. Dans votre architecture d'information, chacune des rubriques du plan de classification constitue un contenant, un concentrateur, un site ou une bibliothèque. Créer une banque de termes incluant les métadonnées gérées utiles à l'ensemble de l'organisation. Les métadonnées gérées permettront de gérer le cycle de vie des documents ou bien pourront servir de concordance avec un outil dédié à la gestion intégrée des documents. Les outils de gestion intégrée des documents, c'est que, dans le fond, on doit gérer les documents autant numériques que papier et malheureusement, SharePoint ne gère pas le papier. Donc, souvent, il va y avoir d'autres outils qui vont permettre de gérer des boîtes qui vont être liées à notre SharePoint. Bâtir un registre de métadonnées pour consigner les informations sur les métadonnées. Le registre de métadonnées assure de laisser une trace qui pourra être réutilisée lors de l'implantation de systèmes parallèles ou de traitement de l'information. Réaliser un type de contenu de profil de base comportant des informations du calendrier de conservation. Le principal type de contenu dont toutes vos bibliothèques doivent hériter est celui comprenant les méthodes ingérées associées au calendrier de conservation, soit le type de document, une date de création du document, qui n'est pas celle du système, le détenteur principal et la code de classification. Appliquer le profil de base au concentrateur de type de contenu,
pour rendre disponible le type de contenu profil de base, le déployer à partir du concentrateur principal, soit le concentrateur de type de contenu. Et finalement, s'assurer que les bibliothèques héritent bien du profil de base. Lors du déploiement, en plus de s'assurer que toutes les bibliothèques possèdent bien notre principal type de contenu permettant de classer et de gérer le cycle de vie des documents, paramétrer les métadonnées gérées pour faire en sorte que pour chacune des bibliothèques, le détenteur et la code de classification soient ajoutés par défaut et obligatoire. Important, si ce n'est pas obligatoire, ça ne sera pas rempli. Par contre, il n'y a rien qui empêche, on voit, lorsqu'une métadonnée n'est pas saisie, une métadonnée obligatoire n'est pas saisie, on voit un petit symbole, un petit icône qui indique que ce n'est pas rempli, mais le document n'est pas bloqué pour autant. C'est juste que pour les affichages, ça rend pas mal nul l'utilité des métadonnées à ce moment-là. En guise de conclusion, retenez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes des spécialistes de systèmes et de leurs contenants. D'autres personnes sont spécialistes de contenu et peuvent vous aider. On les retrouve presque dans toutes les fonctions publiques, mais aussi de plus en plus dans les entreprises privées. Pour s'assurer de respecter la législation lors de la réalisation de l'architecture de l'information, consultez les spécialistes de contenu, les archivistes. Devenez amis avec eux autres, offrez-leur des douceurs, allez prendre un café, vous gagnez à les connaître. Un archiviste est un spécialiste de la gestion de l'information. Son métier consiste à recueillir, classer, conserver, mettre en valeur et diffuser tout document qui témoigne de notre passé, peu importe son support d'information, mais pas que. L'archiviste est en mesure d'organiser l'information avec les outils technologiques dont il dispose tout en s'assurant de répondre aux besoins de ses utilisateurs et de respecter la législation. Il peut concevoir un système d'information mariant activités, processus, sujets et métadonnées. Il saura élaborer les domaines de valeur utiles et au repérage et au classement de l'information dans un environnement SharePoint et créer des types de contenus à intégrer au site. Ils seront pour vous une aide précieuse. Merci. Merci, Nathalie. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie? Des questions, des commentaires, des expériences en gestion documentaire avec SharePoint, Microsoft 365 que vous avez à partager avec nous? Parce que ça reste quand même, c'est un groupe d'usagers et c'est non un usager. Donc, on aimerait ça que vous partagiez aussi vos expériences. J'ai un commentaire si tu veux. Pour les développeurs qui sont sur l'appel, il y a des API qui sont sortis en mars pour la gestion des types de contenus, pour aider que la synchronisation, la création, etc. des types de contenus à travers le Microsoft Graph. Donc, en tant que développeur, on peut automatiser ce genre de choses-là pour des scénarios de provisionnement ou de mise à jour, ou ce genre de scénario à travers l'API Microsoft Graph. Pour pas qu'on ait besoin de faire tout manuel. Excellent. Et pour réagir à ce que vient de dire Vincent, il y a un truc qu'il faut aussi prendre en considération d'ici le mois de juin, juillet. En fait, Nathalie a parlé des Content Type Hub. Ce qui est vrai, puisqu'on peut, il y a un Content Type Hub par défaut en fait, dans tous les tenants de SharePoint. Et on est capable du coup de créer un Content Type pour tous les sites SharePoint de notre environnement. Il faut juste savoir qu'en fait, il y a une job qui tourne pour synchroniser en fait, ces Content Types et que d'ici l'été de cette année, cette job va être arrêtée. Ça va plus synchroniser, mais en fait, Microsoft met à disposition un Semlet PowerShell qui va permettre d'enforcer cette synchronisation entre le hub et tous les sites. Sans compter qu'il va y avoir très probablement depuis l'UI, mais là je spécule un peu parce que je n'ai pas encore vu la doc officielle là-dessus, mais comme quoi il devrait y avoir un bouton dans les interfaces SharePoint qui va nous permettre de mettre pour une bibliothèque un bouton qui va dire synchroniser en fait les content types pour que cela arrive. Il faut juste prendre ça en compte dans le cadre des formations parce que si vous faites des content types et qu'ils n'apparaissent pas dans les sites, ça sera normal. C'est juste que la synchronisation sera plus automatiquement. Ouais, c'est en fait, moi, ce que j'ai vu puis ce que j'ai entendu, c'est qu'au lieu d'avoir les content types dans le hub qui vont être poussés vers toutes les collections de sites à travers ton organisation, et on sait qu'il y en a énormément quand tu as Teams puis que tout le monde peut créer des équipes Teams, tu te trouves avec plusieurs
collection de titres. Fait qu'au lieu d'avoir le Content Type Hub qui va aller pousser les Content Type partout, c'est que tu vas pouvoir tirer à la place. Fait que tu vas pouvoir aller dans ton site ou dans les sites que tu vas identifier que tu veux utiliser les types de contenus et aller tirer les types de contenus au lieu de les pousser. Fait que ça devrait arriver bientôt. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Fait qu'on espère que ça va arriver. Après ça a été là, stade de cette année, c'est arrivé, ça, tout ce que j'ai cru comprendre. Super bon point. D'autres questions, d'autres commentaires? J'ai une question, Serge, moi, pour Nathalie. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore par organigramme, puis des sites par organigramme, c'est quoi l'approche que tu prends pour les amener à transformer ça plus par ton plan de classification et non plus travailler par direction ou par équipe, mais plutôt par ton plan? Comment tu abordes, comment tu les amènes vers ça? Bien, c'est sûr je leur montre les avantages, l'histoire des poupées russes, l'histoire du fait que souvent, il y a des remaniements à l'organisation, donc la documentation. Par exemple, tu as un nouvel employé qui arrive dans l'organisation, lui, il cherche des documents, là, il s'aperçoit qu'il y a des documents dans une ancienne direction qui s'appelle ABCD, puis lui, il travaille dans BCDEF, puis là, bien, il n'y a plus de concordance, il cherche l'information, ça peut devenir assez compliqué. Parce que je pense que souvent, quand il y a des changements comme ça, là, mettons, ça dépend là, si on parle de serveur de fichiers ou si on parle déjà des sites qui sont dans SharePoint Online. S'ils sont déjà dans SharePoint Online, on doit les refaire à ce moment-là pour faire de la migration. Mais déjà que l'utilisation des métadonnées avec plein d'affichages qu'on peut démontrer la facilité de retrouver l'information grâce à ces affichages possibles-là, puis les métadonnées, je pense que ça les convainc assez rapidement. OK, c'est bon. Merci. Un point que tu n'as pas abordé. Ben, vas-y, Francis. C'est vrai, je devrais parler des ensembles de documents. Ben, les ensembles... je pense que je l'ai enlevé. Les ensembles de documents, ils arriveraient à notre 4e niveau de notre plan de classification, dans le fond, puis on va les retrouver beaucoup pour des séries documentaires. Par exemple, les dossiers d'employés. On va créer des ensembles de documents par employé et à chaque fois qu'on va déposer un document dans l'ensemble de documents concernant l'employé Y, à ce moment-là, les métadonnées qu'on va avoir indiquées dans notre ensemble de documents seront reflétées sur tous les documents de l'ensemble de documents. Ça, ce qui facilite vraiment, vraiment beaucoup le travail des utilisateurs parce qu'à ce moment-là, il ne reste plus grand-chose à ajouter comme métadonnées, le titre puis le type de document. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses qui se font. Il faut amener vraiment les utilisateurs à montrer qu'il y a des automatismes qui peuvent se faire. Parce que oui, c'est sûr que l'environnement n'est plus du tout ce qu'il avait l'habitude de voir auparavant, mais par contre, ça leur ajoute pas de travail supplémentaire, au contraire, puisqu'ils retrouvent facilement leur information. Quand je fais des sondages auprès de ma clientèle avant l'implantation, en leur demandant combien de temps ils consacrent par jour à retrouver des documents, vous seriez surpris des réponses que j'obtiens. Ça varie de 5 à 1 heure par jour qu'ils perdent à chercher quelque chose. Donc, en ayant tout au même endroit, en utilisant la gestion des versions et les métadonnées, c'est vraiment gagnant. Oui, puis pour les ensembles de documents, j'ai posé la question à des gens de Microsoft récemment parce que je regardais les ensembles de documents, puis ils n'ont pas eu beaucoup d'amour dans les dernières années. Il n'y a presque pas eu de changement. Fait que je les ai demandé voir s'ils étaient pour disparaître peut-être ou être remplacé par autre chose? Et la réponse est non, les ensembles de documents sont là pour rester. C'est ce que j'ai eu comme réponse. Fait que, on va voir, on espère donc qu'ils vont rester. Mais encore une fois, la personne était quand même à un niveau assez élevé du côté de Microsoft. Fait que ça m'a dit ça, j'aurais tendance à croire que ça va rester encore. Fait que ça me fait moins peur de les utiliser. Je commençais à avoir peur de les utiliser en voyant que l'interface ne change pas, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent.
Toujours accès à l'interface 2010 ou ça a été modernisé, ça? C'était modernisé. Ok. En fait, avant, tu avais la home page du DocSet où tu avais le DocSet en haut à gauche de l'icône avec toute cette page-là. Ça, pour l'instant, ça n'a pas été repris en moderne. Là, c'est juste quand tu ouvres dedans, c'est un document, enfin un dossier, dans lequel tu mets tes fichiers, mais il n'y a plus cette page d'accueil qu'on avait avant dans les DocSet. D'accord, donc là, vous avez un look and feel 2013, du coup, c'est ça? Non, aujourd'hui, c'est comme un dossier. Ça se comporte comme un dossier. Ok. Tu n'as plus cette page d'accueil que tu avais avant. Ouais. Okay. En fait, moi, je suis une grande vilaine. Et lorsque je crée des sites, j'enlève la possibilité de créer des dossiers, puis je remplace par les ensembles de documents. Donc, les gens, je leur dis, c'est des dossiers, c'est des super dossiers SharePoint. Je dis, comme ça, puis là, je leur explique à quoi ça sert. Là. Puis, dans le fond, ils ne voient pas vraiment de différence. Là. C'est juste, c'est pas une chemise jaune, c'est une chemise bleue. Mais c'est un contenant pareil. On a Francis qui doit avoir mal au bras, là. Il a la main levée depuis un bout de temps. Francis, un commentaire? Oui, il y a quand même ça de positif avec Teams, c'est qu'on n'a jamais mal au bras. Ben, j'ai plusieurs commentaires, c'est sûr. C'est super intéressant d'avoir la perspective d'archives. Puis, tu sais, je suis parfaitement conscient que moi où je me situe, c'est souvent une lacune. Malheureusement, c'est une arrière-pensée, pas juste l'archivage, mais justement la gestion de l'ensemble du cycle de vie jusqu'à sa terminaison. Là. Moi, je voulais savoir au niveau de l'architecture d'information que tu as présentée précédemment, est-ce que dans cette vision-là, tout document qui a été créé autant dans SharePoint que dans Teams, tu devrais fitter là-dedans? C'est ma première question. Est-ce que je suis dans le mode projet, j'ai un projet transversal? Non, c'est ça. Puis là, j'ai un document qui est de travail vraiment pas pérenne, là, mais il est à côté d'un autre document super important qui fitterait ailleurs dans le plan de classification, puis un autre document qui serait complètement aussi ailleurs, mais c'est tout fait dans le même projet. Comment est-ce que ça se réconcilie là, avec l'architecture d'information qui a été présentée tantôt? Là? En fait, je vois deux types de sites. Dans le fond, on a nos sites permanents, puis nos sites temporaires, on va dire. Oui. Nos sites permanents, ben, ce sont tous les sites qui sont relatifs à la gestion et à la mission de l'organisation. Puis nos sites temporaires, c'est nos sites de projet. À ce moment-là, on laisse plus de lousse aux utilisateurs à ce moment-là pour gérer leur site parce qu'on sait que c'est un site qui est quand même temporaire. Par contre, il faut s'assurer que les biens livrables soient déposés à la fin du projet au bon endroit par les chargés de projet, par exemple, pour pouvoir justement les conserver. Donc, ça, il faut le prévoir au préalable. On peut avoir un cadre de gouvernance de l'information de SharePoint pour prévoir tous ces aspects-là avant de l'appliquer l'architecture puis tout ça. OK. Fait que dans le permanent, donc ce qu'on a vu tantôt, c'était vraiment le permanent. Donc, des processus récurrents importants là, pour lesquels, mettons, on aurait un fort soutien SharePoint avec, mettons, du Power Automate pour approuver, tout ça. Dans le fond, là-dedans, c'est sûr qu'on aurait le plan de classification, donc les métadonnées qui ont été présentées comme ça, au fur et à mesure que le processus avance, ça l'applique. Par contre, en mode projet, peut-être plus Teams, justement, ça c'est temporaire, mais il faut déménager les documents dans l'architecture d'information, dans les emplacements permanents et donc appliquer la métadonnée. Puis là, ce que je comprends aussi, c'est que l'application de ces métadonnées de classification-là sont tout le temps déléguées aux utilisateurs, donc ça prend une bonne formation puis une prise d'ownership. Parce que je vois souvent, des fois, des organisations où tu as l'équipe d'archivistique qui repasse en arrière au peigne fin puis qui essaye de faire du sens de tout ce qui a été créé puis de ramener ça dans le plan de classification puis d'appliquer le calendrier. Mais il y a aussi d'autres moments où là, il faut vraiment que tous les employés soient au courant, prennent en charge et appliquent eux-mêmes les métadonnées. Donc, ça, c'est dans le modèle qu'on vient de voir là, c'est vraiment, il faut que tout le monde soit formé et soit imputable de cette application de métadonnées-là. Là. Moi, je dis que, bon, la première étape, c'est de rédiger un cadre. La deuxième étape, c'est de travailler avec le client pour ses besoins. Puis, avant le déploiement, absolument former les utilisateurs aux outils et aux bonnes pratiques. Donc, on leur explique d'un bout à l'autre à quoi servent les métadonnées puis pourquoi il faut qu'ils les mettent.
Après ça, on ne fait pas la police non plus, mais il y a les impacts que ça peut amener, c'est bien évident. Okay. Mais là, c'est vrai que moi, je constate que malheureusement, souvent, la formation n'est pas disponible ou est délaissée. C'est bien important, la gestion du changement dans tout ça, surtout que là, c'est une interface qui peut vraiment les emmener loin de ce qu'ils connaissent. Donc, cet aspect-là, il ne faut vraiment pas le négliger. OK. Puis, mon dernier, juste commentaire, c'est que Teams, ça leur a pris des années avant de juste afficher les métadonnées, puis ils ne sont toujours pas éditables dans Teams, ce qui est un non-sens total à mon avis, là, mais qui démontre aussi comment est-ce que Microsoft a mis les métadonnées en back burner, puis est revenu en force avec les dossiers parce que les métadonnées, dans SharePoint dans les années 2010, on essayait de remplacer les dossiers par des métadonnées, puis le monde, ils n'en veulent pas là, de ça. Puis là, tu as du roulement de personnel qui n'ont pas plus vécu ça, puis c'est difficile de garder le monde accroché sur les métadonnées. Puis j'ai l'impression que Microsoft avait lâché la serviette là, en 2017 avec l'interface moderne, puis ramener le dossier qui est quand même bon dans le sens que c'est ça que le monde veut. Ben, écoute, au moins, c'est plus facile avec l'interface moderne d'utiliser des dossiers que ça l'était avant avec les interfaces précédentes. Là. Mais ça reste tout un défi là, surtout avec Teams qui l'empêche. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça. Bien, il y a toujours moyen de trafiquer. Là, OK? Si tu ajoutes un onglet, tu peux ajouter c'est comme un raccourci vers ta bibliothèque. À ce moment-là, tu vas pouvoir ajouter tes métadonnées et utiliser tes différents affichages. C'est un peu twisté, là, mais ça fonctionne très, très bien. C'est ça fonctionne très bien. C'est ça. Puis là, il faut dire aux gens, n'utilisez pas l'onglet fichier, utilisez l'onglet document, il est plus fort. C'est ça. Oui, je fais ça tout le temps aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'automatiser le plus possible les métadonnées. Pour ça, que les mettre par défaut, quand c'est possible, ça va déjà être un plus. S'il reste juste type de document à rajouter, puis un titre qui a du sens, là, et non le nom du fichier, là, bien, à ce moment-là, ça va déjà être une bonne différence là, pour le classement puis l'organisation, puis ils n'auront pas à s'en soucier. Puis, peut-être dernière question là, par rapport à toutes les étiquettes de rétention pour potentiellement, dans le fond, automatiser le calendrier de conservation. Est-ce que comment est-ce qu'on attache ça avec les métadonnées ultimement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'est rendu au niveau de la maturité là-dedans? Parce que moi, je ne le vois vraiment pas souvent. C'est très rare mes clients qui se rendent à un niveau de maturité où ils disent hey, on va appliquer un calendrier de conservation automatisé, puis on va attacher ça dans le fond. Parce que est-ce que les métadonnées seraient remplacées par les étiquettes de rétention qui seraient finalement identiques, mais que sur les étiquettes de rétention, on a une réelle date de conservation qui ferait que finalement, on aurait la même chose, mais en améliorant la fonctionnalité ou c'est via des outils qui réconcilient ça ensemble? Moi, je vais vous donner mon idée personnelle. Je trouve que, on va l'appeler le module de gestion documentaire, je le trouve très complexe, vraiment très complexe. Ouais. Puis, le problème, c'est que tu appliques des règles à chaque document et non à des contenants. Oui. Tu sais, si, mettons, là, on était dans un monde papier, bien, tu as une boîte, tu sais, cette boîte-là, tu gardes 10 ans, celle-là, 5 ans. Tu ne peux pas faire ça dans SharePoint. Il faut que tu le mettes pour chacun. Puis là, c'est de donner la responsabilité à chacun des utilisateurs de dire, OK, celui-là, c'est 5 ans, celui-là, c'est 10 ans. C'est un asile. Ça, okay. Je n'ai pas trouvé de solution encore. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Tu peux appliquer des règles, tu peux les paramétrer par type de document, mais ça incombe à l'utilisateur, puis ça, je trouve que c'est un peu lourd. Mais je pense que dans le centre de conformité, on peut rajouter des règles qui disent ben, si c'est telle métadonnée puis telle date, ben là, c'est 7 ans. Fait que tu appliques ton étiquette de rétention automatiquement avec ça, mais là je suis semi-familier puis je sens qu'il y a plein de monde qui veulent en parler, donc je vais les laisser. En tout cas, moi, comme tu disais, j'ai jamais vu aucune organisation assez mature d'utiliser. Puis moi, je me suis essayé une couple de fois puis je me suis comme découragée. Je trouvais ça que c'est ben trop complexe.
c'est complexe, oui. Ouais. Okay. Quelques commentaires. De dire que Microsoft a lancé la serviette sur les métadonnées, puis tout ça, puis la gestion des métadonnées, je ne pense pas. Ils ont travaillé sur plein d'autres choses. Si vous n'avez pas entendu parler de Syntex, commencez à regarder Syntex. C'est vraiment fou ce qui va être possible de faire avec l'intelligence artificielle, mais ça va prendre quand même une quantité de données disponibles derrière. Ça va prendre une analyse, mais on va pouvoir aller, quand je dépose un document, un contrat par exemple, ben, si on a déjà... fait que si on a déjà formé notre système d'intelligence artificielle pour qu'il reconnaisse un contrat, puis on a des contrats qui ont toujours la même structure. Fait que quand un contrat est déposé, bien, le système avec Syntex va être capable de découvrir, puis même associer des métadonnées qui sont à l'intérieur du document qu'on va pouvoir découvrir. Il y a plein de présentations maintenant qui sont disponibles. C'est une compagnie qui a des factures avec des numéros de facture, des numéros de clients et ainsi de suite. Fait que tu le prends, puis tu formes ton système via Syntex. Puis quand tu vas télécharger ta 50 000 factures, bien, il va être capable d'extraire de l'information qui est à l'intérieur d'une image, même si ta facture, c'est une image, d'extraire de l'information pour aller mettre des métadonnées automatiquement. Fait qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Du côté utilisateur, on ne le voit pas vraiment encore. Syntex, il va y avoir un coût à ça aussi. Microsoft, c'est un organisme à but lucratif, donc il va avoir certainement des coûts qui vont être associés à ça, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ça vaudrait peut-être la peine, je pense, de faire une session sur Syntex qui ferait un suivi là, sur ce que Nathalie a dit. Serge, j'en ai fait une aux archivistes il y a 1 an sur Syntex, justement. Ouais, mais il y a 1 an, Syntex, puis Syntex aujourd'hui, c'est plus le même Syntex. Donc, déjà là. Puis aussi, l'application des étiquettes, bien entendu, là, il y a l'application des étiquettes automatisées basées sur des types de contenus, sur des métadonnées qui existent. Mais ça prend des licences 5 pour pouvoir faire l'application des étiquettes automatisées. Et là, quand un document est déposé, si la valeur d'une colonne, si c'est un contrat ou quelque chose comme ça, donc tu parlais d'appliquer des métadonnées automatiques quand on dépose un document, quand le document y est déposé, on peut avoir des règles qui vont aller lire le document puis dire si un document, le type de contenu, c'est un contrat de tel type, applique telle étiquette automatiquement qui va aller appliquer le calendrier de conservation. On en voit, là. Ça existe, il y a des entreprises qui le font. Ça existe maintenant. Mais comme j'ai expliqué, toute l'application automatique des métadonnées, des étiquettes, ça prend un E5. Oui, on peut appliquer des métadonnées aux ensembles de documents. On peut même mettre des étiquettes par défaut quand on dépose dans une bibliothèque de documents. Mais comme c'est l'application automatique d'une étiquette, ça réclame quand même des licences 5. Même si c'est possible de le faire manuellement, ça prend quand même une licence 5. J'ai eu des grosses discussions avec l'équipe produit, puis ils n'ont pas encore changé leur idée. Fait que ça, c'est une des choses, là. Imaginez, là, dans une bibliothèque de documents aujourd'hui, je peux aller dans un dossier, dans une bibliothèque de documents, puis dire, ce dossier-là, quand on dépose, je veux mettre telle étiquette. C'est un paramètre SharePoint qui nous permet de le faire, mais comme ça va appliquer une étiquette automatique au document, tu es supposé d'avoir une licence 5 pour pouvoir faire ça. Si tu n'as pas la licence 5 puis que Microsoft vient faire un audit chez vous, ils vont vous dire, sors la carte de crédit parce que tu es hors norme, puis tu devrais acheter des licences 5. C'est la règle présentement. Est-ce que ça va changer? Je pense pas parce que ça fait 2 ans que c'est comme ça, puis même 2-3 ans, et ça ne changera pas. Fait que ça, c'est le petit point sur l'application des étiquettes. Oui, c'est possible, mais si on veut automatiser tout ça puis aller chercher nos règles, il va y avoir un coût pour les utilisateurs. Laurent, ta main est levée? Oui, je la baisse, t'as presque tout dit. Mais 2-3 points quand même. Tout ce qu'il a dit, c'est plus ou moins ce que j'allais aussi dire, mais il y a 2-3 points encore en plus parce que je travaille pour pas mal de clients aujourd'hui. J'ai pas mal de clients qui justement se penchent
sur la question des étiquettes, des labels de sécurité ou de sensibilité ou de rétention. Déjà pour la sensibilité et la rétention, parce que Européens, ils connaissent GDPR, qui est la loi justement sur la partie privacy des documents et aussi qui fait partie de la rétention. Et en fait, depuis l'année dernière, donc depuis septembre 2021, au Québec, au Canada, il y a la loi 64. Celle-ci s'applique pour toutes les entreprises en septembre de cette année. Donc cette loi 64, justement, incombe les entreprises de gérer leurs documents justement par rapport à la privacy de chaque personne. Donc par exemple, si vous avez des documents personnels sur vos employés, par exemple un CV ou même un permis de conduire ou un visa par exemple pour des besoins administratifs, vous êtes obligé d'appliquer donc des étiquettes de sensibilité pour éviter que d'autres usagers puissent accéder à ce type de contenu. Mais on parle de point de vue fichier, donc là justement les étiquettes, la classification, tout ça rentre en compte. Et vous avez aussi la rétention qui oblige une entreprise, une fois qu'un employé est parti, de détruire ce document après un laps de temps. Et ça, en fait, soit vous le faites manuellement, mais je ne vous le recommande pas, surtout si vous avez une grande organisation. Par contre, vous pouvez justement l'automatiser via les étiquettes de rétention. On parlait d'automatisation avec les DLP, licence 5, justement, ça fait partie de ce genre de choses. Vous avez une métadonnée, on parlait de document de set avant. C'est un scénario que je connais relativement bien parce que je suis en train de le pratiquer. Un document de set pour un de vos employés. Vous modifiez une métadonnée pour dire que l'employé est parti à telle ou telle date. Donc, vous avez une date, par exemple, de fin, on va dire, de contrat pour un employé. Et à partir de cette date et d'un statut bien spécifique, une DLP va s'activer pour pouvoir appliquer une étiquette de rétention automatique qui, au bout de 5, 7, 10 ans, en fonction en fait, de l'entreprise dans laquelle vous êtes, va automatiquement soit détruire, soit archiver en fait, ces documents au niveau de votre environnement. Et aujourd'hui, tout ce qui est comité sectoriel au Canada, et toutes les entreprises, les organismes publics aujourd'hui sont pas mal focus là-dessus parce qu'il faut savoir qu'en septembre de cette année, il y aura des audits qui seront pratiqués dans les entreprises. Et si l'entreprise n'est pas aux normes, elle se verra donc déjà avec un premier warning pour dire attention, il faut que vous mettiez aux normes en fait votre environnement. Et si celui-ci n'est pas aux normes, en fait, les amendes vont commencer à tomber. Et honnêtement, je vous recommande vite fait d'aller voir un peu sur le site du Québec, la loi 64 sur les amendes. Ça sera assez salé quand même. Donc, il faudra quand même se prémunir de ça. Donc voilà, ça pour dire aussi donc, ce que Serge disait, les étiquettes aujourd'hui, c'est au goût du jour. Il n'y a pas trop le choix si on veut automatiser certains aspects. Donc comme tout ce que Nathalie a dit, pour l'organisation, pour la rétention, pour organiser ces fichiers, c'est pas fini là. Je suis pas sûr que les étiquettes et tout ce qui est metadata soient partis, bien au contraire. Et c'est des choses qu'il faut justement peut-être un peu plus travailler. Et justement, tout ce qui a été dit par Nathalie et Serge, les workarounds avec des documents de set, des valeurs par défaut pour les dossiers, même, regardez Power Automate pour appliquer automatiquement. Vous avez la classification. On parlait d'un Teams. J'ai vu un Teams avant. Vous pouvez pour tout un Teams appliquer en fait une étiquette par défaut pour essayer de quand même que l'utilisateur n'ait pas à le setter à chaque fois. Enfin, tout ça, ce sont des choses faisables, imaginables. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant avoir un peu plus d'imagination pour que l'utilisateur ait le moins à faire. Parce que sinon, ça va être assez chronophage et les utilisateurs n'aiment pas ça. C'est tout. Merci beaucoup. Bamba qui a levé la main. Oui, Bamba? Oui, bonjour tout le monde. En fait, est-ce qu'il est possible d'appliquer ces étiquettes de manière automatique? Mettons, passer par un Power Automate. Sûrement. Power Automate te permet d'aller modifier selon des règles. Mais ce que j'ai compris, c'est que peu importe la solution que tu utilises pour aller appliquer des étiquettes automatiquement, tu dois avoir la licence 5, même si tu passes par Power Automate. Mais ça, c'est comme dans une zone grise, la portion Power Automate. Patrick, tu disais oui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est dès que tu automatises. Moi, ce que j'ai compris, puis ce qu'on s'est fait dire, tous les MVP, c'est que toute application, tout outil qu'on utilise pour appliquer des étiquettes automatiquement, l'application automatique des étiquettes devrait demander une licence 5. Fait que si tu es capable de parler à un représentant de Microsoft qui te garantit sur papier que tu n'as pas besoin de licence 5, fais-y signer, imprime-le, garde-le dans ton bureau, puis vas-y sans licence 5. Mais sinon, moi, je ne me risquerais pas. Je complète pour la licence. Nous, on n'a pas, enfin, on a été obligé d'avoir la licence E5, mais pas du E5, bon, A5 chez nous, comme l'éducation, mais pas du A5 complet, mais c'est du EA5, information, protection et gouvernance,
qui permet de faire aussi de l'auto-étiquetage automatique aussi. Voilà. C'est un peu moins cher que le A5 complet, mais C'est le travail. il y a quand même un coût. OK, merci beaucoup. D'autres commentaires, d'autres questions? Ben, c'est cool. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à tous ceux. Ah, Bamba, il y a encore la main levée. Je pense que c'est la même question, j'imagine. Ben, une dernière question. En fait, c'est par rapport aux hubs. On sait qu'ils sont apparus depuis quelques années, mais comment vous faites par rapport à vos passifs? Si vous avez, avant l'apparition des hubs, beaucoup de sites que vous voulez maintenant gérer avec la nouvelle manière de Microsoft, comment vous êtes obligé de faire? Est-ce que vous êtes obligé de toutes les migrer sur les nouveaux sites et les rattacher à un hub, ou bien comment vous gérez ça? Je ne suis pas certaine de comprendre. Par exemple, actuellement, ce que dans le mandat sur lequel je travaille, on doit on délaisse les sites SharePoint 2010 pour les amener dans SharePoint Online. Donc, on refait les sites avec des métadonnées et une structure selon le plan de classification. Je ne sais pas si ça répond à la question. En partie, je veux dire. Parce que même il y a eu du SharePoint Online avant 2018, je pense, l'apparition des hubs. Comment vous faites avec ces sites-là? Mettons, si vous étiez dans une classification de collection et de sous-sites, mettons. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Je n'ai pas vécu ça encore. Alors, pour t'aider, oui, en fait, moi j'ai vécu ça plus d'une fois, trop de fois même déjà. Donc, on va pas parler de migration, on va plutôt parler de modernisation pour pas être trop violent envers les utilisateurs. On va finalement moderniser le contenu. On va pas dire on va prendre les éléments et on va les déplacer juste à un autre endroit. Alors, tout ce que Nathalie a dit, c'est vrai. L'idée, c'est de partir d'une expérience classique qui aujourd'hui dépressive, c'est un grand mot, mais qui ne recommande pas les sous-sites. Microsoft d'ailleurs a mis une fonctionnalité où on peut désactiver les sous-sites sur tout le tenant pour éviter justement cette option-là. Donc l'idée en fait c'est de prendre en fait la structure, tout ce que Nathalie a dit est vrai, c'est prendre la structure et essayer de la décomposer. Par exemple, on avait l'habitude de voir dans le cas d'un intranet, le site principal intranet, et en dessous de celui-ci, on avait un sous-site qui était RH, un sous-site qui était finance, un sous-site qui était communication par exemple. Donc l'idée c'est de découper finalement ces sous-sites dans la mesure du possible en collections de sites. Les documents, les pages, les moderniser. Donc, on dit moderniser. Bon, on a l'outil de modernisation qui va prendre une page classique, qui va pouvoir la rendre en mode moderne si le contenu le permet. Je dis le contenu le permet, ça dépend s'il y a du développement custom, des web parts, des choses comme ça. Certaines ne sont pas compatibles. Mais si elles le sont, on peut moderniser une page sans avoir à faire quoi que ce soit manuellement vraiment. Et pour tout ce qui est le document, plutôt que de les prendre et les déplacer dans une autre collection de sites, j'ai envie de dire bêtement, l'idée c'est justement d'ajouter de la métadonnée pour finalement faciliter la recherche, éviter trop l'arborescence de dossiers. Il faut savoir qu'il y a quand même une limitation sur le nombre de caractères que vous pouvez avoir sur une arborescence. Ce qui était le cas souvent quand on avait des sous-sites, il y avait des utilisateurs qui se retrouvaient à dire hey, j'arrive pas à accéder au fichier, j'arrive plus à le modifier, il est bloqué, pourquoi? En fait, ton arborescence est trop profonde, le truc il est limité à 260. Et avec les métadonnées, on a plus de problème de profondeur. D'autant plus qu'un autre point intéressant avec les métadonnées que j'ai pas entendu, mais que moi, en fait, je mets souvent à mes utilisateurs, c'est dire, si vous travaillez par dossier et que demain, vous modifiez le nom d'un dossier, vous modifiez le chemin d'accès vers le fichier. Ce qui n'est pas le cas d'une métadonnée. On peut modifier une métadonnée. Par exemple, on peut changer un document qui était facture, on va le changer en, je sais pas moi, cohorte, par exemple. C'est pas grave, le fichier reste là où il est. L'URL ne change pas. C'est juste la métadonnée. Donc, c'est pour ça qu'on va parler plutôt de modernisation. Et après, pour en finir avec la partie hub, le hub n'est pas obligatoire. Si vous avez, par exemple, juste des sites, on va dire, collaboratifs, des team sites qu'on avait à l'époque, vous les modernisez. Ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir un hub. Le hub va être là si vous voulez concentrer un ensemble de sites pour qu'ils aient un sens. Surtout, par exemple, je prends le cas de l'intranet parce qu'en fait, c'est le plus classique qu'on va trouver. Ça permet notamment, au niveau de la recherche, lorsque vous allez lancer une recherche, de faire une recherche globale sur tous les sites qui font partie de ce hub. Ça, c'est un des premiers cas, on va dire, hyper utile. Deuxième cas, où en fait, j'aimerais corriger Nathalie rapidement sur un point au niveau des autorisations. On est capable de synchroniser entre le hub et les sites qui le joignent des autorisations pour des visiteurs. En gros, sur le hub, vous pouvez, dans la partie hub, déclarer un groupe
ou des personnes en tant que visiteurs, et vous pouvez forcer le sync et dire que tous les sites qui font partie de ce hub peuvent bénéficier de ces autorisations. Ce qui fait que, dans le cas d'un intranet, typiquement, vous avez l'intranet principal, vous dites, vous avez un groupe de sécurité spécifique dans votre environnement, vous le mettez en tant que visiteur, et pour tous les sites qui vont s'ajouter en fait à ce hub, vous allez synchroniser ça, ça évite de devoir gérer de la permission entre chaque site pour vous assurer que tout le monde ait accès au moment en lecture. Donc voilà, c'est un peu ça au niveau de cette chose-là. On ne peut pas juste dire on prend les sites, on les bouge dans un hub. Il y a quand même une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on va gérer les pages, comment est-ce qu'on va gérer le contenu, est-ce qu'on enlève les dossiers, est-ce qu'on n'enlève pas les dossiers, métadonnées, taxonomie, DLP avec sécurité, hub, pas hub. Enfin, c'est vraiment un travail, on va dire aujourd'hui que personnellement, c'est les consultants généralement qui le font, parce que justement, c'est quelque chose où il faut vraiment avoir de l'expérience sur qu'est-ce qu'il y a déjà eu, qu'est-ce qui marche pas. Et en fonction, évidemment, de l'entreprise. Toutes les entreprises ne peuvent pas matcher avec un plan générique. Là, on a toujours du cas par cas. Donc, c'est là que c'est intéressant d'avoir des experts qui ont déjà vécu des succès et des échecs pour savoir, en fait, pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Exact. Excellent. Célia a rajouté sur le hub qu'en plus de la recherche partagée ou une recherche qui va te retourner des résultats au niveau du hub, il y a tout le design, donc le look et le thème qui va être appliqué et la navigation qui peut être partagée aussi, avoir une navigation globale pour tous les sites dans ton hub. Cool. Il y a un message qui est passé qu'on n'a pas lu. Maude qui a dit une solution peut être de lier la bibliothèque de documents dans l'équipe Teams. Exemple, dans une équipe Team projet, on aurait la bibliothèque projet liée directement dans l'équipe de fichiers. Ça revient, je pense, je ne l'avais pas lu au complet, là, mais ça revient à ce que tu as dit tantôt, c'est qu'au lieu d'aller dans l'onglet fichiers, en fait, toi, quand tu dis lier, Maude, est-ce que c'est d'ajouter un raccourci de la bibliothèque dans les fichiers ou c'est d'ajouter un onglet vers la bibliothèque? Tu peux activer ton micro si tu veux, Maude. Oui, bonsoir. Oui, c'est les deux. Ça dépend des équipes. Soit c'est un onglet, s'ils veulent les métadonnées. Sinon, on a aussi l'option dans Fichier de rajouter comme un dossier lié. Là. Mm-hmm. On voit également les métadonnées quand on passe par là. Donc, un ou l'autre. Okay. Il faut savoir que pour l'instant, les métadonnées, là, pour la question de Teams, c'est encore temporaire parce que c'est dans la roadmap de Microsoft de gérer les métadonnées via l'onglet Files. Hein. C'est dedans. Ça fait un bout que c'est dedans déjà dans la roadmap. On l'attend toujours. Moi, personnellement, je sais que chaque mois, là, pour ne pas dire chaque semaine, je vais être checké que l'onglet File est capable de les gérer. C'est quelque chose qui s'en vient. Mais là, il va falloir faire preuve de patience et de voir que mon commentaire, comme quoi qu'il avait jeté la serviette, c'était plus dans le sens qu'il avait la priorité est très loin. Ça ne fait pas de bon sens que ça fasse aussi longtemps que ça existe Teams, puis que c'est toujours pas une priorité assez pour dire qu'on peut éditer des métadonnées dans Teams. C'était plus mon commentaire par rapport à ça, puis par rapport au fait que le message de Microsoft a un petit peu plus occulté les métadonnées par rapport à SharePoint 2013, où là, vraiment, dossier, c'est mal, on met des métadonnées mur à mur, là, subitement. Mais tu sais, on est capable maintenant, là, avec le moderne, de faire des dossiers, puis tout ça. Là, je pense que Microsoft, aujourd'hui, est plus accaparé, tu vois, par la synchronisation des canaux, la gestion des canaux dans les Teams, le nombre de Teams, le nombre de privacy, la classification qui est aujourd'hui hyper important. Je pense que les métadonnées sont toujours dans leur focus, mais ils ont eu d'autres priorités qui sont venues bien avant. Tu sais, on l'a dit, on l'a redit, et ça arrive souvent encore. Si je renomme un Teams, le dossier n'est pas renommé. Tu sais, pour un utilisateur lambda, c'est plus prioritaire que d'avoir une métadonnée. Absolument. Absolument. Donc, évidemment, je pense que Microsoft gère aussi cet aspect-là, ce qui fait que... Il y a Bing Rewards aussi. Tu sais, Bing Rewards, c'était une grosse priorité aussi. Il fallait qu'ils mettent leur énergie là-dessus. Voilà, mais je pense qu'ils ont aussi leur priorité. OK, cool. Merci. Maude, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Tu as la main levée? Oui, c'était juste pour rajouter, pour remettre en contexte, mon commentaire, c'était pour répondre à la question de Francis qui disait que dans les équipes projet, des fois, il y avait des documents qui étaient un petit peu plus anodins, puis à côté de documents qui avaient beaucoup d'importance. Puis Nathalie, c'est ça, tu proposais de faire des bibliothèques de documents, puis à la fin du projet, les utilisateurs doivent déposer les copies finales dans... Mais tu sais, pour encourager justement nos utilisateurs, tu le mets directement dans l'équipe Teams projet, c'est juste à côté, on a la bibliothèque officielle en même place que les brouillons.
Oui, c'est vrai. Tu pourrais. En fait, ce que j'ai constaté, c'est sûr que ça dépend de l'endroit où on est, mais ça prend presque une personne dédiée pour s'assurer que les documents finaux, les livrables, soient bien déposés. Parce que peut-être, question de confiance, là, naturellement, les usagers qui sont dans le feu de l'action n'ont peut-être pas le réflexe de le faire. Donc, à ce moment-là, ça prend quand même un peu un chien de garde, entre guillemets, pour s'assurer que ça soit bien déposé au bon endroit. Good. Ben, merci beaucoup, c'est cool. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la deuxième partie qui est les annonces et les nouvelles. Je vois que Patrick, là, il a utilisé l'avatar avec Metaverse. Est-ce que tu veux en parler un peu? Ouais. Ça, c'est pas bizarre. Attends, je n'arrive pas. Ça. Non, n'allume pas ton micro. Allume pas le micro. Les micros sont déjà en haut. Vous m'entendez alors? Oui. Ouais, bah écoute, moi c'est la nouveauté que j'attends là, avec le plus d'impatience. Donc le métaverse, en 2 mots pour ceux qui découvrent, c'est 2 choses essentiellement. C'est avoir la possibilité d'avoir des avatars comme on a là. Alors là, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec Teams et avec Microsoft. C'est un outil, si vous voulez jouer avec ça s'appelle Snap Camera. C'est un petit utilitaire qui prend en fait la sortie de votre webcam et qui la retranscrit sous forme d'une caméra virtuelle dans Teams. C'est tout simple, le principe. Ça donne l'idée de ce que pourra être l'avatar dans Teams. Et donc ça, la question c'est que tout le monde se pose, c'est est-ce que les gens vont vouloir l'utiliser ou pas? Je sais pas ce que ça vous inspire, si ça vous fait envie, si ça vous dites non, jamais j'utiliserai ça. Il y a des réactions. Oui, ben, je pense, moi, qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas se voir, qui n'aiment pas voir leurs vidéos. Donc, le fait d'avoir un avatar pourrait leur permettre quand même, là, parce que là, on voit l'avatar, mais on te voit les mains bouger, on voit tes réactions, on voit toutes les choses. Donc, ça va peut-être permettre, là, Microsoft, ben, pas juste Microsoft, un peu partout dans le monde, on entend le mot inclusif, il faut être plus inclusif. Et là, ben, ça va permettre peut-être à certaines personnes qui ne parlaient pas avant dans des réunions Teams, qui ne se présentaient pas dans des réunions Teams, qui étaient cachées derrière, ben, ça va peut-être leur permettre de s'extérioriser et d'aller parler un peu plus peut-être, je ne sais pas. Fait que je pensais, moi, que tu avais un build spécial de Teams qui avait inclus l'avatar déjà dedans. Fait que... Justement, j'attends les premières versions Microsoft, donc on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien parce que, par exemple, ça m'enlève 10 ou 20 ans d'âge, donc c'est pratique, c'est pas mal. T'es rasé de près comme ça. Voilà, on est rasé sans se raser, donc il peut y avoir des avantages. Je pense que ça peut être fait la petite dose pendant des événements, mais va falloir voir. En fait, ce qui serait intéressant, ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça va dépendre. Genre un entretien, je me verrais mal avec un mec qui prend un entretien et qui met son avatar plutôt que l'avoir en face. Là, ça va faire bizarre. Tu peux faire un entretien, tu es en pyjama et en fait l'avatar il est en costard. Voilà. Exactement, ça fait un peu bizarre quand même. Donc je pense que en fonction du contexte et même à petite dose des réunions en entreprise là, quand on est entre collègues. Des fois, c'est quand même cool de se voir en vrai, là, via Teams. Donc, de temps en temps, quand c'est des petites réunions comme ça qui sont récurrentes, oui, ça peut être fun. Mais quand c'est des réunions un peu plus, on va dire, formelles, je pense que là, je sais pas s'ils ont prévu peut-être une fonctionnalité aussi pour forcer la désactivation sur certains meetings. Je sais pas si c'est prévu en tout cas, mais je pense que ça serait une fonctionnalité à attendre parce que si tu veux renforcer ça et dire, bah non, vous n'allez pas prendre vos métaverses, les gars, vous allez rester en mode normal. Je pense que ça devrait être une fonctionnalité qui devrait être mise en place. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont associées à l'avatar. C'est qu'en fait, au passage, tu peux rajouter des choses qui sont impossibles dans la vraie vie. Par exemple, il y a des copies d'écran qui circulent. C'est de la translation, enfin de la traduction simultanée. Du style, tu parles avec un Coréen, mais toi, tu parles pas coréen, moi, et lui, il parle pas français. Et on arrive à se parler parce que entre l'affichage de l'avatar et, par exemple, il y a un sous-titre de ce que tu dis dans la langue de l'autre. Ou alors la voix est modifiée en fait. Donc il n'y a pas que la visuelle en fait derrière l'avatar. Il peut y avoir par exemple le son qui est filtré et transformé. Donc il y a des fonctionnalités. Et donc là du coup c'est plus du tout, un gadget on va dire. C'est vraiment ça peut. Enfin si on parle de traduction simultanée, ça peut être juste génial parce que tu peux parler avec des gens avec qui tu pourrais pas parler. Donc il y a plein de choses derrière l'avatar, mais l'idée qu'il faut retenir c'est un espèce de filtre. À la fois, enfin, le plus fun, c'est vidéo, mais pas que. Ça peut être l'audio, ça peut être d'autres choses.
où on rajoute un petit texte qui serait ta traduction de ce que tu dis, ou justement pour des gens qui ont du mal à voir ou à entendre plutôt, par exemple, ils arrivent à voir ce que tu dis alors qu'ils sont malentendants, par exemple, des choses comme ça. Donc ça peut rajouter des fonctionnalités vraiment qui changent vraiment la vie de l'expérience d'une réunion normale ou d'un échange. Ouais, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans ce domaine-là, c'est surtout la spatialisation des meetings, dans le sens où moi, je suis travailleur à distance depuis des années, et en fait, on n'a pas de bureau. Et donc, du coup, on n'a pas d'endroit où on peut laisser des affaires, où on peut laisser des posters d'affaires ou des schémas, ou tu sais, un peu comme faire ton espace de bureau, tout à fait, même de manière digitalisée, quoi. Et avoir cette notion d'avatar qui serait en 3D dans un espace qu'on pourrait personnaliser. Pour les travailleurs à distance, ça, je trouverais ça super intéressant. Mais juste avoir l'avatar pour l'avoir sur Teams comme ça, Alors justement, tu as raison, c'est l'autre partie qu'ils ont annoncé dans Teams, c'est la notion en fait, de salle de réunion virtuelle, on va dire, d'espace virtuel plus qu'une salle de réunion. Ça peut être vraiment un building complet qui serait virtuel, où les gens peuvent, comme tu dis, se retrouver, même s'ils sont pas physiquement là, mais ils peuvent se retrouver tous les matins, par exemple, dans une salle virtuelle pour un stand-up meeting ou des choses comme ça. C'était quoi l'application l'année dernière que tu c'est inspiré de Microsoft Space. Là aussi, il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes, du style le son, en fait, quand tu te promènes dans une salle virtuelle, tu t'approches de ton collègue, tu l'entends de plus en plus fort, comme dans la vraie vie, quoi, en fait. Alors que dans une réunion Teams, soit tu es dedans, soit tu es dehors, quoi. C'est tout ou rien. Alors que dans un espace virtualisé, reproduit en 3D, tu peux faire des choses plus subtiles comme la vraie vie. C'est pas Space, c'est... AltSpace VR. Hein? AltVR, c'est ça. AltSpace VR, c'est ça, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ce qu'il y avait l'année dernière, là, pendant, il y avait une convention Microsoft avec Jeff Stepper, ils avaient fait ça, c'était vraiment fun d'ailleurs. Ils avaient demandé s'ils ne devaient pas le refaire, tout le monde était assez unanime sur le fait de le refaire. Genre lancer des boules de neige à la fin et tranquille. On l'a eu pendant une conférence MVP l'an passé. Cette année, ils ne l'ont pas refait. L'an passé, on avait une salle virtuelle dans AltVR où, entre les sessions, on pouvait aller rencontrer des gens, tu pouvais te promener. Il y avait même une salle, tu pouvais te promener, changer de salle. Puis il y a une salle où il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, qui chantait sur la scène, puis tu pouvais jaser. Fait que c'est des choses qui s'en viennent là, avec le metaverse. Ça aura du sens quand ça sera complètement intégré avec Teams, quoi. C'est vrai qu'avoir un outil à part, ça fait bizarre. Surtout que la batterie, elle en prend un coup. Donc, c'est clair. Donc là, c'est pareil, il y a plein de possibilités derrière. Donc, il faut voir après. Ça va être comme toujours, il y aura une première version. Ça va être première version simple. Puis, petit à petit, ils vont enrichir forcément avec les fonctionnalités les plus demandées. Mais ça ouvre vraiment un espace... très très riche de nouvelles possibilités d'interaction, etc. Donc, moi, je suis très, très en attente de ça. Cool, merci. Quelques autres nouveautés Teams qui s'en viennent. C'est prévu pour mai. On est en mai. Normalement, je vous parle des nouveautés qui sont déjà sur place. On devrait pouvoir ajuster l'éclairage, la brillance de notre caméra directement à l'intérieur de Teams. C'est prévu pour mai. Le build est en mai. Souvent, Microsoft fait des annonces au build. Il y a des nouveautés qui arrivent, fait que peut-être que ça va arriver là. Donc, directement dans les paramètres de notre client Team, on va pouvoir aller, avant même de joindre la réunion, choisir et aller voir les paramètres de notre caméra, ajuster la brillance et le focus pour la caméra. Fait que ça, c'est une nouveauté qui s'en vient très, très bientôt parce qu'on est en mai. Une autre... Pardon? C'est déjà dispo en preview, Serge, sur nos clients Teams. Tu l'as déjà? Ouais, je l'ai déjà depuis une semaine ou deux, je pense. C'est pas foufou, hein, honnêtement. L'auto-lumière, l'auto-brillance, ça marche, mais le focus soft, j'ai pas encore vu beaucoup de résultats. Là. Et c'est dans le Developer Preview ou? Ouais, moi je suis en preview sur mon client Teams. Ouais. OK. Fait que je ne l'ai pas vérifié récemment dans le Developer Preview. Fait que s'il est là, il va arriver bientôt.
Une autre fonctionnalité aussi qui va intéresser pour ceux qui travaillent dans plusieurs langues, c'est quand on lance l'invitation de la réunion, bien, présentement, il est juste dans une langue. Fait qu'on va avoir une commande PowerShell. J'imagine qu'éventuellement, on va avoir un endroit où on va pouvoir gérer ça aussi par l'interface. Mais on va pouvoir décider que l'invitation pourrait être lancée ou choisir la langue là, de l'invitation qui va être lancée pour la réunion. Fait que ça aussi, ça devrait arriver en mai. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas vu. Fait que je ne sais pas encore. Ben, en fait, je l'ai vu, mais très rapidement. Fait que je ne peux pas en parler trop. Fait que gardez un œil là-dessus. Puis peut-être, ben, si vous le voyez, vous savez, à tous les mois, on vous demande, avez-vous des choses à nous montrer? Fait que ça serait le fun que quelqu'un d'autre que moi en parle le mois prochain, si c'est déjà en place, quelqu'un dans le groupe. C'est pas pris le bon. Le dernier, un mode ensemble pour tous. Fait que présentement, dans les réunions Teams, ben, on peut choisir nous-mêmes si je veux avoir le mode galerie, le mode grande galerie ou le mode ensemble. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Ça devrait venir en mai aussi, où l'organisateur ou le présentateur va pouvoir démarrer le mode ensemble. Mais le mode ensemble, il va s'afficher pour tout le monde, pas juste dans mon écran moi, mais je vais pouvoir aller sélectionner le mode ensemble pour dire que je veux qu'il s'affiche pour tous. C'est 3 petites choses que j'ai ressorties qui vont toucher à Teams. Je n'irai pas beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas, au niveau applicatif, je vous parle toujours du niveau des clients. Je ne parle pas du côté hardware. Il y a plein de choses des côtés hardware qui vont venir aussi. Mais on pourra en parler quand ils seront là. Fait que j'ai sorti ces 3-là parce qu'il arrive déjà 7h36. Donc, puis on finit. Une petite nouveauté qui est arrivée, c'est l'outil d'admin de Teams dans Teams, en fait. Donc, dans les apps, tu vas chercher admin ou admin Microsoft 35. Tu as un petit outil qui est pas super complet, mais qui permet déjà de faire quelques manips, du style créer des utilisateurs directement dans Teams. En fait. Ah, cool, merci. Laurent, je te passe la POC. Merci. Moi, de mon côté, ce mois-ci était un peu triste. Il n'y avait pas grand-chose du côté SharePoint. Il y a des choses qui existaient déjà un peu le mois passé, mais ce n'était pas encore tout à fait au clair. Je vais peut-être partager vite fait mon écran pour être explicite. Hop. Navigateur, s'il veut bien. En gros, le mois dernier, en fait, il y a 2 mois, j'avais en fait le petit plus qui apparaissait ici. Le mois dernier, il apparaissait plus, mais j'avais liste. Maintenant, j'ai les 2. Ça y est. Donc là, c'est fait. Ouais. On a enfin les 2. Donc la partie liste qui permet d'accéder à mes listes et le petit plus qui permet de rapidement faire une sorte de quick creation pour créer un document, créer un site, créer une liste. Donc ça y est, je l'ai aussi en production chez plusieurs de mes clients, donc je pense que c'est bon, c'est sorti, c'est release là, c'est canné, on n'en parle plus. Il y avait aussi un web part qui a bougé, mais j'aurais bien voulu le montrer, mais en fait ça a encore changé, encore une fois. En fait, le web part de Stream, là, il est en mode de nouveau comme avant, donc pas grand-chose. Mais la nouvelle version, là, qui devrait, je pense, revenir, je pense que Microsoft a dû faire un petit rollback, toutes les options qu'on avait dans Stream, comme la transcription, la traduction ou les accès rapides. Vous savez que sur Stream, si vous mettez les minutes, 2 points, les secondes et une description, dans la partie description donc, de votre vidéo, ça vous fait des shortcuts directement dans votre vidéo pour directement passer à la minute et à la seconde dans votre vidéo. Et en fait, à un moment, on avait un petit truc à droite là qui permettait d'ouvrir en fait justement cette description et directement de pouvoir passer justement dans cette description et splitter le bord. Donc là, ça y est plus, mais je pense que ça va revenir. Autre point que j'ai vu, mais ça date quand même déjà d'il y a un moment, mais c'est toujours intéressant de voir que c'est resté, parce que c'est parti, c'est revenu, c'est parti, c'est revenu, mais là, ça a l'air d'être figé. Donc, les content type, bon, je pense que ça fait un moment que ça y est. Par contre, lookup, manage metadata, donc la nouvelle version, donc on n'est plus obligé d'aller dans le more qu'on avait avant ou plus pour accéder à la métadonnée gérée pour faire une colonne de ce type. Donc on est capable directement maintenant, ça y est, d'aller chercher un terme set. On parlait de métadonnées tantôt pour la gestion documentaire, donc ça y est, on est capable de... Le CSS, quoi. Hein? Qui a cassé le CSS? Regarde ton select term or set or term. La fonte. Ouais. Pas la fonte approuvée. Oh, j'en sais rien si elle a approuvé, en tout cas elle marche pour l'instant. T'as fait des changements de CSS sur ce site ou pas?
Ah non, j'ai rien touché là. Si tu t'ennuies ce soir, tu peux faire rapporter un bug et tu leur montres ça. Ok, si je m'ennuie pas. Mais écoute, s'il y en a qui s'ennuient, bah, il peut faire ça chez lui tranquillement aussi. Ça lui rapportera peut-être des points du côté Microsoft. Bon, ceci étant, ça marche déjà pas mal. Donc les métadonnées, les lookups aussi, donc ça c'est plutôt chouette évidemment. Parce qu'on n'est plus obligé d'aller là-dedans, là où en fait justement on perdait des utilisateurs dès qu'on passait du moderne au classique. Ça y est, c'était une crise d'épilepsie là, on comprenait plus rien. Pourquoi on passe d'un truc tout joli à un truc tout moche. Donc ça c'est aussi fait. Un point qui n'a rien à voir avec SharePoint. Pour une fois, de temps en temps, j'aime bien m'évader un peu ailleurs. J'ai pris un peu le rôle de Nico. Je suis tombé dessus par hasard là sur Yammer l'autre jour parce que je suis en train aussi de faire pareil pour la partie documentaire, modernisation là comme Bamba demandait, est-ce qu'on doit tout passer dans SharePoint, Hub? Il y a des choses qui peuvent aussi être sur Yammer, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, j'ai vite fait un petit mock là le temps que Nathalie faisait son exposé. Et grosso modo, un truc que je suis tombé dessus, c'est la partie officielle. On est capable maintenant sur Yammer, en fait, quand on est admin, là je suis pas admin là, dans mon cas, mais j'avais un autre compte pour faire le test. On est capable, donc quand vous avez, si vous utilisez déjà Yammer dans un premier temps, ce qui n'est pas dit, mais si vous l'utilisez et que vous avez par exemple des groupes qui sont gérés par votre équipe, par exemple de communication, et que vous avez des petits malins qui s'amusent à faire des groupes, des communautés aussi de leur bord, en disant tiens ça c'est communication, on se retrouve avec plusieurs fois la même communauté, on ne sait pas laquelle est la bonne finalement, surtout si elles sont toutes publiques. Donc on a la possibilité, l'admin, seulement l'admin Yammer, a la possibilité de rendre un groupe dit officiel. Donc ce qui va permettre, un peu comme Twitter, lorsque vous avez des acteurs ou des chanteurs, il y a plusieurs gens qui s'amusent à faire, par exemple, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Dwayne Johnson. Là, vous avez Dwayne Johnson, il y a plusieurs qui ont dit The Rock, Dwayne Johnson, et il y en a beaucoup, c'est pas du officiel, c'est juste des gens qui sont hyper fans et qui rapportent des trucs en tout temps. Bah, eux, les acteurs, ont la possibilité, les entreprises aussi, de mettre un petit estampillon, là, un petit tampon qui dit official. Et là, on sait qu'en fait, on a affaire à la bonne personne. Donc là, c'est pareil pour la partie Yammer, on a affaire vraiment au bon groupe. Voilà, écoute, c'est pas mal ça pour moi. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter malheureusement. Cool, ben merci beaucoup. Je pense. Je comptais sur Benoît, mais il est pas là. Je vais aller voir dans les conversations s'il y a des choses intéressantes. Il y a Xavier qui dit pour la prochaine session de partager des expériences sur les canaux partagés, en espérant que ce soit rendu live déjà. Fait que probablement que c'est supposé d'arriver très bientôt. Comme je ne vous ai pas montré tous les diapositives que je vais vous fournir là, sur les nouveautés, il y a une annonce qui a été faite pour le mois de mai où tu parlais tantôt des renommages des canaux. Bien, au mois de mai, c'est supposé d'arriver que quand on va renommer un canal, le dossier va être aussi renommé. Ça m'est arrivé cette semaine, peut-être, Vincent, je te demanderai d'intervenir. La semaine dernière, dans une présentation, parce que dans mes formations Teams, souvent, les gens, je leur dis, bien, faites attention, présentement, si vous renommez le canal, bien, ça n'ira pas renommer votre dossier dans SharePoint. Puis je suis arrivé dans un canal, je renomme, puis je vais leur montrer dans SharePoint. Et le dossier SharePoint t'a renommé. J'ai dit, yes, finalement, on l'a. Yes, c'est ma formation. Ensuite, la personne a dit, je vais l'essayer. Elle l'a essayé sur le sien, ça ne fonctionnait plus. Je suis revenu dans la même équipe. J'ai renommé un autre canal. Ça ne marchait plus. Alors, Vincent, pourquoi ça ne marche plus? Puis des fois, ça marche, puis il y a des affaires qui apparaissent. Il y a un développeur qui a tout cassé. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manière dont on déploie les changements... Juste une minute, Vincent. Juste au cas où il y a des gens qui ne connaissent pas Vincent, Vincent travaille chez Microsoft. Ah oui. Donc, il connaît un peu ce qui se passe derrière pour les tests. On ma face aussi. Bonjour à tous. Donc, juste pour vous donner un peu plus de visibilité sur comment les déploiements de services fonctionnent chez Microsoft en interne. Il y a évidemment ce qu'on appelle les rings ou les affaires de maturité, là, où on peut dire je suis un tenant qui est plus ou moins en avance sur les mises à jour. Donc, il y a cette affaire-là qui est vraiment l'aspect primordial qui va dicter quand est-ce que vous avez les fonctionnalités, quand est-ce que vous avez les mises à jour. Mais au sein d'un même ring, en fait, on a un déploiement qui se passe de manière progressive. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on va dire la fonctionnalité en question, on va la déployer pour 1% des serveurs qui sont en arrière, pour simplifier. Et on va mesurer le trafic pour savoir, OK, pour le serveur le 1% de serveur qui a la mise à jour,
est-ce qu'on a plus d'erreurs qui remontent ou pas que les 99% qui restent? Et on va comparer. Donc, comme ça nous permet de savoir chez Microsoft à quel point la mise à jour est fiable, à quel point elle est prête à être déployée en production. Puis la semaine suivante, on va faire 2%, la semaine d'après 5%, la semaine d'après 10%, etc., jusqu'à faire 100% du ring en question. Et une fois qu'on a fait 100% et qu'on est sûr qu'il n'y a pas une explosion des messages d'erreur ou des erreurs du côté du service, eh bien, on passe au ring suivant. Donc, c'est pour ça que quand Serge a fait son test, la première requête qu'il a fait de renommage, elle est passée sur le 1% de serveurs ou le 5%, je ne sais pas quel pourcentage ils étaient à ce moment-là. Et il est passé sur le 1 ou 5% de serveurs qui étaient à jour avec la nouvelle fonctionnalité. Et ça a renommé aussi le dossier SharePoint. Et quand il a refait avec le même tenant, depuis le même endroit, etc., c'est passé au niveau du routage sur un autre serveur qui lui avait pas la mise à jour, parce qu'on fait des études comparatives comme ça. Et le comportement, du coup, ça n'a pas renommé le dossier SharePoint en même temps. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un peu d'explication de pourquoi des fois, quand vous faites une action, ça marche, et puis après, vous refaites exactement la même action, c'est un comportement différent. C'est pas que vous êtes fou, c'est juste que chez nous, chez Microsoft, on fait des... on est peut-être fou un peu aussi. Ça nous rend fou. Oui, ça, je peux comprendre, ça peut déstabiliser les utilisateurs. Mais normalement, c'est supposé être assez transparent, normalement. C'est pas supposé être un coup ça marche, un coup ça marche pas. Normalement, c'est supposé être assez régulier. Puis peut-être d'un jour à l'autre, ça a marché différemment, mais c'est pas normalement d'un appel sur l'autre. Mais ça dépend de l'état du service, ça dépend des déploiements, ça dépend de tout un tas d'affaires. Mais c'est juste pour vous donner un peu une prévisualisation ou un aperçu de ce qui se passe en arrière dans le service. Merci beaucoup, Vincent. Pardon? On devient les bêta-testeurs. Oui, effectivement. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de ne pas rafraîchir son browser parce que ça marche une fois, parce que l'appel va être refait après un autre serveur peut-être. Donc, ça dépend des API, ça dépend de plein de choses en arrière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rééteint votre laptop, que vous avez redémarré ou quoi que ce soit, ça n'a aucune incidence. Eh bien, est-ce qu'il y a... Pardon? On devrait facturer Microsoft pour les tests. Francis a la main levée. Tu as un commentaire, quelque chose à ajouter? Oui, commentaire de dernière minute. Là, l'édition des PDF dans SharePoint to Teams, ça me semble tellement de base et tellement un caillou dans le soulier, pour rester poli. Là, j'implante chez plein de clients Teams, SharePoint et tout ça, puis dès qu'arrive la question des PDF, sa solution, c'est toujours bien fait la synchronisation. Fait que tu as beau montrer toute l'interface haute, les métadonnées, mais là, dès que tu veux éditer ton PDF, il va falloir que tu prennes la synchronisation parce que c'est la seule façon d'ouvrir en édition avec tous les éditeurs PDF de ce monde. Donc, je vous laisse savoir, c'est peut-être pas la première fois que j'en parle, là, mais c'est tellement fondamental, puis on perd plein de monde avec ça. On a beau développer toutes les affaires les plus wow au monde. Là, si à la base, on n'est pas capable d'ouvrir un PDF avec notre éditeur de PDF local ou qu'il n'y a pas d'alternative fournie par Microsoft, ça me semble fondamental. Puis la deuxième chose fondamentale dans laquelle j'échappe beaucoup de gens, c'est l'impossibilité de faire un drag and drop de SharePoint vers d'autres choses. Donc, oui, encore là, c'est la synchronisation, mais si on dit, oui, la synchronisation, mais là, les gens tout de suite ont tout oublié ce que je viens de dire à propos de l'interface, puis c'est donc cool, puis le clavardage. La seule chose qu'ils se souviennent, c'est hey, je peux travailler comme avant, puis j'ai juste à faire la synchronisation, puis je vais travailler exactement comme avant, puis je vais tout oublier le reste de la formation de Francis. Fait que, comment se fait-il que deux choses de base comme ça, disons, l'édition de PDF, là, c'est vraiment l'enfer, là. Comment se fait-il qu'on ne peut pas adresser ça avant toute nouvelle chose super cool qu'il peut y avoir? Là? Si tu veux, je peux déjà répondre à la partie PDF, si tu veux. Oui. PDF, c'est Adobe, c'est pas Microsoft. Donc, oui, mais la réalité de la vie, c'est que les PDF bien sûr, sont mais aujourd'hui, le truc, même. c'est que Microsoft, si tu regardes la stack, n'a pas de reader pour les PDF. C'est votre navigateur qui fait le reader, en réalité. Tu peux faire la conversion avec Word. Tu peux faire la conversion. Quand tu passes de Word à un PDF, ou même des fois inversement, tu peux encore reconvertir. Mais aujourd'hui, d'un point de vue navigateur, l'édition rapide, vu que c'est pas un produit de Microsoft, Microsoft fait des workarounds, mais on est d'accord, ça va pas aller jusqu'à l'édition comme tu l'entends. Mais vu que c'est pas un produit Microsoft, moi, ça me paraît un peu normal dans un sens qu'aujourd'hui, Microsoft ne gère pas ça totalement. Parce qu'il faudrait qu'ils synchronisent dans ce cas-là avec Adobe pour arriver à
avoir au moins un truc qui ait du sens, parce que si Adobe fait une modification, quelle qu'elle soit en back derrière, ça ne matchera plus avec forcément la solution Microsoft. Donc, ça ne me choque pas plus que ça aujourd'hui, je dirais. Je ne sais pas ce que tu en Deux penses. choses. Le premier, c'est que si tu ouvres le PDF avec OneDrive, l'application de Microsoft OneDrive, tu as déjà beaucoup d'outils d'édition directement avec l'application native OneDrive sur le mobile que tu n'as pas sur Windows. Juste signer, faire un commentaire, gosser avec ton doigt, écrire quoi que ce soit. Tu as déjà une édition minimale dans OneDrive sur le mobile, mais qui n'existe pas sur Windows, peu importe comment qu'on le voit. Donc ça, je m'explique mal pourquoi que Microsoft ne peut pas au moins fournir les commentaires de base, là, ce que tu as de même dans un reader, là, qui ne le fasse pas dessus. Là. Puis, Francis, ouais. Francis, est-ce que tu as regardé? Parce que j'ai travaillé là-dessus tout l'été passé, puis j'essaie de le déployer aussi chez mon client. Il y a une application Adobe qui se déploie sur Acrobat, qui te permet d'éditer directement. On s'entend qu'il faut que tu achètes quelque chose, puis il faut que tu t'authentifies chez Adobe pour être capable de l'utiliser, qui est un peu pour toutes les entreprises. Pour ceux qui ne savent pas, le document, quand tu le rouvres par là, il se télécharge chez Adobe, puis il y a une durée de vie chez Adobe de 24 heures. Donc, j'ai essayé et c'est de la cochonnerie totale. Ça ne marche pas une fois sur deux. Mais l'idée était bonne. Oui, c'est ça. L'autre chose que j'ai réussi à trouver, au lieu de faire de la synchronisation, c'est pas mieux comme résultat, mais ça permet de ne pas faire de la synchro. Tu es capable de mettre l'apps dans ton navigateur. Si tu mets l'apps de Adobe, tu es capable d'ouvrir ton document puis dire un petit bouton qui apparaît puis ouvrir dans ton application lourde. Donc, ça va venir ouvrir ton Adobe Reader ou Adobe Writer, peu importe. Puis, à partir de là, tu es capable de refaire un save as, je dis bien pas un sauvegarder, un save as, puis de le remettre dans la bibliothèque en autant que tu as écrit ce qu'il appelle c'est un raccourci, mais il appelle ça créer un compte dans ton application Acrobat. C'est plein de clics pour se rendre là, mais tu ne passes pas par la synchro. C'est pas fait. Mais puis souvent, ces outils-là qui ont des intégrations que SharePoint, c'est vu dans le temps de 2013 où il y avait juste un ou deux sites. Mais là, quand tu as plein de Teams, c'est tous des sites différents, il faut que tu prennes la peine de rajouter tous ces raccourcis-là dans les applications. Oui, c'est le même problème que j'ai, c'est la même affaire. Puis on utilise plus chez le client, on utilise plus ajouter un raccourci qu'une synchro. C'est moins. Un raccourci, c'est que tu vas avoir un raccourci OneDrive. Tu vas faire comme si c'était un synchro, mais sans avoir la copie du document, tu as juste la structure. Oui, j'utilise souvent aussi. Et bizarrement, j'ai des bugs souvent avec ça. Il y en a qui se retrouvent avec une copie complète. Surtout s'ils ont essayé de renommer le raccourci dans leur OneDrive, ce qui n'est pas supporté, mais que comme tu peux le faire à l'inspecteur Windows, ça marche, mais une fois sur 10, ça pète toute leur affaire. J'ai eu quand même pas mal de bugs avec le raccourci OneDrive. Un point que je ne le montre même plus, là, mais bon. Oui, parce que des problèmes potentiels, c'est si tu as synchronisé avec OneDrive, mettons, tu as un raccourci que tu as créé, puis tu essaies de synchroniser le dossier parent avec OneDrive, que tu as déjà un raccourci qui existe, bien là, il va te dire, je ne peux pas faire ça parce que tu as déjà un raccourci. Fait que les utilisateurs là, sont encore plus mêlés. Fait que ça devient... le message d'erreur n'est pas clair. C'est ça, oui. Ben, pour ton point, en fait, tous les points que tu as montés aujourd'hui, que tu dis, j'en reviens pas, que ce n'est pas encore fait, Microsoft, quand même, si on regarde là, le roadmap, si on regarde la quantité de choses qu'ils ajoutent à tous les mois, le travail des développeurs qu'il y a derrière, puis je lève mon chapeau à Vincent, à l'équipe de Graph, juste ce qu'ils font dans Graph, mais chaque produit, ils doivent gérer leurs priorités. Puis oui, des fois, pour nous, ça semble une priorité comme hey, pourquoi je ne suis pas capable d'ouvrir un PDF avec Adobe dans la page web? Avant, on pouvait le faire dans SharePoint. Là. Pourquoi on ne peut pas faire ça là? Il y a le navigateur, tout le Chromium derrière. Il y a Adobe. J'ai eu la même question que j'ai posée dernièrement. J'upload une image dans SharePoint. Bien, il est capable d'indexer le contenu. Puis je peux faire de la recherche puis retrouver le contenu qui est dans mon image. J'upload un PDF qui a une image à l'intérieur.
J'essaie de le trouver, je ne suis pas capable de rien trouver. Mais c'est que le moteur de recherche, il faut qu'il soit capable. Dans Adobe, là, il y a à peu près 35 000 façons différentes. La structure du document est hyper complexe. Puis pour pouvoir réussir à indexer tout ça, c'est hyper compliqué. Fait que c'est l'intégration des différents produits, mais malheureusement, c'est qu'il y a plein de monde qui utilise Acrobat. Puis heureusement pour eux peut-être, mais malheureusement, qu'on n'arrive pas encore à faire ça. Et ce n'est pas la seule chose. Là. Le renommer les dossiers, renommer les canals, ça fait combien de temps qu'on attend ça? Puis ils disent ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais derrière, ça semble hyper compliqué. Et pour nous, ça semble tellement simple. Là. Tu vas juste amène une batch en arrière qui dit ben mon dossier il s'appelait ça, va en arrière, je vais le faire avec Power Automate, puis mais c'est pas aussi simple que ça derrière, là, malheureusement. Fait qu'ils ont des priorités. Je veux pas parler pour Microsoft, mais je le sais, c'est comment derrière. Là. Ils ont des priorités, ils gèrent leurs priorités selon les budgets, selon la capacité et ainsi de suite. Puis ça va venir, ça avance pas assez vite à notre goût, mais t'es plus jeune que moi un peu, disons, un peu pas mal, mais dans le temps que j'ai commencé, là, pour avoir des nouveautés sur des serveurs, là, on attendait 8 mois, 1 an pour avoir un service pack qui sortait, qui était sur un CD, qu'on pouvait aller déployer et aller le mettre. Là, on a des nouveautés à tous les 15 jours, puis on n'est pas encore content. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui, malheureusement. Puis je suis pas content, moi aussi. C'est pas juste, je ne dis pas ça pour te pointer, mais moi aussi, je suis pas content. Il y a plein d'affaires que j'aimerais avoir aujourd'hui. On les a pas. Il y en a d'autres qui arrivent. Ça va venir un jour. Noël aussi. Fait que Noël, il va arriver un jour aussi. Fait qu'on va finir par en avoir. Comme tu dis, je pense que c'est d'abord essentiel déjà qu'ils stabilisent tout ce qu'ils ont avant de mettre trop de features et qu'après, on va faire des rollbacks, comme c'est déjà arrivé, fut un temps, surtout quand Online est sorti avec le moderne. Là, il y a plein de trucs qui sont sortis, il y a plein de choses qui ont disparu et qui sont revenus des mois plus tard parce que justement, ils ont voulu livrer trop vite et ça ne s'est pas bien passé. Exemple, le scheduling page de SharePoint, c'est celui qui m'est revenu très vite parce que des gens avaient choisi de faire du schedule page pour l'auto-publishing à des dates. La feature est sortie. Et ça a fait un gros scandale au bout de 2 semaines parce qu'il n'y a rien qui marchait correctement. Il y avait plein de bugs parce qu'ils ont sorti la feature trop vite. Ils ont dû l'enlever. Et c'est revenu peut-être 2-3 mois après, si je dis pas trop de bêtises. Mais là, c'est stable. Donc, quitte à attendre un peu plus longtemps, mais avoir quelque chose qui marche, disons que ça s'explique un peu. Oui, du point de vue utilisateur final, c'est un peu compliqué. Mais ça peut se comprendre quand même de dire qu'une solution, pour qu'elle soit viable et que les utilisateurs aient moins de plaintes après, vaut mieux qu'ils prennent leur temps et que ça marche du premier coup qu'à chaque fois revenir. Enfin, moi, personnellement, je préfère dire ça à un utilisateur que dire ça va venir et dans 2 mois, vous allez repleurer parce que ça marche de nouveau pas. Donc, je préfère attendre et que ça fasse un one-shot. Puis, je comprends qu'on a toute une perspective, puis je m'en vais dans les user voice là, de l'époque qui n'existent plus, là, mais tout le monde était comme c'est inconcevable que Microsoft n'ait pas priorisé ça. Mais dans le fond, par rapport à mon commentaire de PDF, c'est de dire est-ce que je suis le seul qui vit ça sur mon 10e client d'affilée que c'est comme tellement de base et tellement comme décevant de ne pas avoir d'autres solutions que ça. Là. Puis comment se fait-il à ce moment-là que ce n'est pas plus priorisé ou même pas dans le roadmap? L'édition de PDF, c'est nulle part. À ma connaissance, c'est même pas dans les plans de Microsoft d'améliorer cette fonctionnalité-là. Là. Puis il y a beaucoup de compétiteurs d'Acrobat, de Nuance, Foxit. Puis il n'y en a pas un qui est-ce que c'est parce que l'ouverture d'un document comme Word le fait, c'est propriétaire ou il me semble que c'est un protocole qui est ouvert qui pourrait faire puis améliorer ça? Ou c'est-tu un manque d'intérêt des éditeurs de PDF et un manque d'intérêt de PDF? Ça m'échappe, c'est quelque chose aussi fondamental qui ruine beaucoup quand même, là, puis je pèse mes mots, là, beaucoup d'expérience utilisateur aujourd'hui. C'est la base. Là. Alors, je ne me prononcerai pas sur cette fonctionnalité-là en particulier parce que je ne fais pas partie du groupe produit. Par contre, le point que tu as amené sur ce qui était User Voice maintenant, qui a été bougé dans Microsoft Q&A, ça, c'est vraiment important. Si vous voulez voir des fonctionnalités apparaître avec le groupe produit et pas ces affaires qui ne sont pas au courant, machin, ou qui ne le voient pas, eux, déjà dans leur roadmap, le fait d'amener les gens avec leur compte sur le tenant client, ça, c'est super important. Aller voter pour les idées. Ça va flaguer les idées pour eux directement. Parce qu'en fait, nous, derrière, on a une interface qui va nous dire
combien de clients potentiels il y aurait pour cette idée-là. Donc, si tu vas voter que ton tenant de dev, bon, ça va compter pour 1, et on s'en fout, pour te le dire de manière transparente. Mais si tu fais voter client X ou client Z ou client C, etc., et puis que tu n'es pas le seul à faire ça, mais toi, tu amènes 5-6 clients, Serge, il amène 5-6 clients, etc., et qu'on voit qu'il commence à y avoir des dizaines de milliers ou de centaines de milliers de sièges derrière qui sont intéressés par cette fonctionnalité, là, ça va la mettre un peu plus importante pour les équipes Microsoft, c'était pour prioriser ces idées-là. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, que ce soit pour cette idée-là particulièrement ou pour n'importe quelle autre idée, allez sur le remplaçant de User Voice qui est sur Microsoft Q&A maintenant, et allez voter, mais important, allez voter avec les comptes de production, pas avec les comptes de dev. Et ça va permettre de prioriser ces idées. Je ne vous dis pas que après, ça arrivera dans 3 mois ou dans 6 mois, mais peut-être dans 1 an, vous verrez ces fonctionnalités arriver. Va avoir tes 10 clients, dis-leur d'aller mettre un petit thumbs up et c'est beau. Ouais. En fait, quand tu fais avec ton compte de dev, ça compte, tu as le nombre de licences associées au. En fait, alors, je ne voudrais pas trop m'étendre sur les détails, on pourra en parler à la bière plus tard, mais en gros, les votes sont pondérés en fonction de la taille du tenant. Okay. Il est 8 heures, le timing est parfait. Merci beaucoup aux collaborateurs. Merci Vincent de nous avoir eu la salle. J'espère le mois prochain qu'on va être un peu plus dans la salle aussi. On a une grande salle, fait pourquoi pas, on peut se revoir en personne. Merci Laurent pour les interventions. Merci Patrick et Nathalie d'être venus nous visiter. La salle est à la même adresse? Oui, est à la même adresse, mais au 14e étage et non au 5e étage. Donc, quand on rentre dans le bureau de Microsoft, au lieu d'aller à gauche, il faut aller à droite, monter au 14e étage pour attendre Vincent qui ouvre la porte. Et Vincent va ouvrir la porte, fait que nous texter. Donc, merci à tous les intervenants. C'est cool d'avoir les discussions. Merci, un gros merci à Nathalie d'avoir accepté de nous faire la présentation. Vraiment, super belle présentation. Ça donne une bonne idée d'avoir l'idée de quelqu'un qui travaille en gestion documentaire, d'avoir une bonne idée là-dessus. Si vous avez des suggestions de conférences, de sessions que vous voudriez entendre, on est toujours ouvert. Et comme je le dis à tous les mois, vous pouvez venir nous parler d'une affaire de 5 minutes ou d'une affaire d'une demi-heure si vous êtes intéressé. Vous voulez vous pratiquer à parler en face du monde. Vous avez développé, trouvé une fonctionnalité, trouvé quelque chose de cool. Ça serait le fun que vous le partagiez aussi. Il n'y a pas juste moi, Vincent et Laurent et le reste qui est capable de présenter. Vous êtes aussi capable de présenter. C'est pour ça qu'on appelle ça un groupe d'usagers. On veut avoir un groupe d'usagers qui partagent, qui collaborent. Alors, merci beaucoup et à la prochaine rencontre au mois de juin déjà. Wow. OK. Au mois de juin. Bye tout le monde. Bye. Bye, Serge. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye, au revoir. Merci.